Jeff Fillion. OK, hey, pas longtemps, parce qu'on switch tout de suite à la boîte. On s'adapte toujours à ce qui se passe. On s'adapte toujours. Bon, eux, quelques petites affaires, là. Il y a beaucoup de monde. Ah, ouais, la banque, va-tu baisser les taux? Oui, c'est fait. OK? Là, après ça, ben, la bourse monte. Puis, parce que l'inflation est moins grande aux États. Bon, OK, bon, il y a des bonnes nouvelles. Et là, on a fait beaucoup de podcasts depuis très tôt ce matin. Et on a décidé de vous offrir la boîte en partant. OK? Première chose, avec Jerry, on vous offre une boîte. C'est la boîte de boursicotage. Et après, OK? Après, on a gardé 2 bouts de 1h15 de discussion avec Joe Hamel. On vous donne les 45 premières minutes en 2 bouts. Et on finit ça avec Yann et Frank, ici même sur Radio Pirate. Let's go pour la boîte, c'est parti! Fresh. New. The Revolution. Radiopirate.com. Oh. Hit me! Il y a une petite boîte. À boursicotage, en plus. Il y a une petite boîte. Parce que c'est mercredi. Il y a une petite boîte. Jerry. Beaucoup de monde a aimé Jeff, Jerry. l'entrevue avec Carl-Olivier Rouleau de la Oui. de NAIA, Mais ça. donc la North American Immigration Agency. Quelle entrevue tout à fait extraordinaire qu'on l'a eue. Puis, ben, NAIA sont là pour les pirates. Donc, à pirates, à gonaia.com, vous avez le rêve, puis vous l'avez en dedans de vous depuis longtemps, de vivre aux États-Unis, de faire de la business aux États-Unis, d'aller vous implanter là-bas. Vous êtes tanné de faire affaire au Québec, vous voulez immigrer aux États-Unis, bien, c'est plus facile qu'on pense avec NAIA. C'est une équipe tout à fait extraordinaire. Ils vont vous aider à vous lancer là-bas aux États-Unis. Ils ont toutes sortes de possibilités où vous êtes entrepreneur, vous êtes professionnel, ou simplement vous cherchez, mettons, à être boss d'une franchise. Ça, c'est une belle alternative. Tu sais, on parle d'avoir un visa pour soi-même, pour la famille. Donc, toutes les questions, si vous voulez, si un jour vous voulez aller vivre aux États-Unis, faire de la business aux États-Unis, communiquer avec une équipe tout à fait extraordinaire à pirate@gonaia.com. Je voyais des petites nouvelles passer, tout ça, des petites affaires de même. Mais le boursicotage, il est assez varié. Vraiment, vraiment, vraiment varié. Ben, ça brasse pas mal. Oh oui, ça brasse. J'ai acheté un peu de stock hier en fin de... Juste il y a un petit repli à la fin, mais juste... Ouais, j'ai acheté un peu de Walmart. J'ai acheté des affaires de même. Bon, oui. Ben, c'est parfait. Oui, c'est très, très, très bon. C'est très bon. Moi, j'ai acheté du Tesla. Mais la face, c'est que je l'ai acheté, je l'ai revendu. Mais j'ai acheté du Tesla. Le Tesla baisse encore. Le baisse encore, tu te dis, OK. Mais à un moment donné, ben là, moi, je suis rentré. La face, tu te dis, pourquoi que tu rentres? Bon, c'est une question de chance. Oui un peu, c'est sûr. Il y a un peu de chance, mais c'est oui et non. Parce que quand tu boursicotes avec le temps, puis ça, c'est des petits détails de boursicotage qui aident. Puis j'en parle souvent. L'analyse technique, OK? Il y a plusieurs manières d'investir en bourse, mais il y a beaucoup de traders et de boursicoteurs qui utilisent l'analyse technique. Il y a beaucoup de monde. Il y a du monde qui sont plus sur le fondamental, puis il y a du monde qui sont plus sur le day trading en tant que tel, mais à quelque part, il y a un peu d'analyse technique à utiliser, surtout pour du monde comme moi, un peu les... C'est sûr que si tu achètes du Walmart, là, même si le graphique n'est pas beau, tu y vas et tu achètes du Walmart pour le long terme. C'est-à-dire, c'est pas... Là, on ne te touche pas, là, tu n'es pas là-dedans. Mais quand tu veux pogner le bon bout, ben moi, quand j'ai embarqué dans Tesla, c'est pas un hasard, là. C'est que je voyais que le stock descendait et à un moment donné, il y avait un gap dans le graphique. Puis, expliquer un gap sans avoir d'image, c'est difficile. Mais je vais m'essayer. C'est très difficile. Mais je vais m'essayer. Un gap, c'est une ouverture dans un graphique. Donc, imaginez à chaque jour, il y a un prix, il y a un haut et un bas. Okay? À la bourse, il y a un haut et un bas. Donc, le stock, il rouvre, il monte, il descend, puis il ferme. Chaque jour. Le stock, il n'est pas au même prix tout le temps.
Il rouvre, monte, descend, ferme. Il rouvre, descend, ferme. À chaque jour. Chaque jour. Il peut avoir une grosse variation, il peut avoir une petite variation. Mais il y a toujours un haut et un bas de la journée. Et imaginez, mettons que vous avez un stock et ce stock-là, il ouvre beaucoup plus haut le lendemain. Donc, on appelle ça un gap up. Donc, je suis allé fouiller, moi, dans Tesla. Il y avait un gap dans Tesla. Le gap, c'est pas compliqué. Le gap, il était du 23 octobre. 23 octobre dernier. Et le lendemain, 24 octobre, le 23 octobre, il a closé, la journée, il a closé à 218 piastres. Tesla, le 23 octobre, close 218. 24 octobre, il ouvre à 242. Là, pourquoi il rouvre plus haut de même? Parce qu'il y avait des bonnes nouvelles, il y avait quelque chose. Donc, il y avait énormément d'acheteurs. Il y a eu... Les acheteurs, ils ont payé le gros prix pour embarquer tout de suite dans la compagnie. Donc, on part de 218 à 242. Donc, un close à 4 heures et le lendemain matin, à 9h30, boum, on est en haut. Mais vous voyez la différence entre le 218 et le 242? Mais ça, c'est une ouverture. Ça en est un gap, ça. Pourquoi ça? Parce que après le 24 octobre, Tesla n'est jamais redescendu à 218. Il a toujours continué à monter tranquillement, se stabiliser, continuer à monter jusqu'à dernièrement, jusqu'à cette semaine. Et l'ouverture, le gap, il était à 218 dans Tesla. C'est où qui est allé le plus bas cette semaine, Tesla? Là, il vient de cracher, là. Le plus bas qui est allé. Là, il remonte, là. Il remonte un peu, là. Il y a un petit swing. Le plus bas qui est allé, 218. C'est fort. C'est capoté. C'est exactement le même prix, presque à la scène près. À la scène près, c'est un stock de 200 piastres, là. Presque à la scène près, le gap est allé se refermer. C'est de la belle magie, ça. Mais je vais vous dire pourquoi que ça marche. Ça marche parce que de beaucoup de monde qui y croit. L'analyse technique, à quelque part, il y a un petit peu de religion là-dedans. OK? Parce que c'est normal. On veut se servir de l'analyse technique pour prévoir l'avenir. Tu sais, dans le temps, les alchimistes, là, dans le Moyen Âge, les alchimistes, là, les espèces de gars bizarres, là, eux autres, ils brassaient des affaires puis ils essayaient de transformer le plomb en or. Mais ils n'étaient pas capables, mais ils essayaient de le faire. Eux autres, ils voulaient faire... c'est un peu la même chose. Les maniaques d'analyse technique, c'est comme des alchimistes. Ils veulent bypasser, ils veulent savoir l'avenir, ils veulent améliorer ça, ils veulent s'enrichir en essayant de connaître l'avenir. Mais qui connaît l'avenir? Personne. En ce moment, on se parle, puis dans 1 minute, il peut y avoir des avions qui rentrent dans un building quelque part. Exact. On ne connaît pas l'avenir. Mais les fans d'analyse technique, parce qu'il y en a beaucoup, c'est la majorité des traders, c'est des fans d'analyse technique. Donc, si la majorité du monde utilise l'analyse technique, parce que c'est très, très large, le livre, en réalité, il y a à peu près 3-4 pouces d'épais. Là. Mais puis il y a plein de tendances là-dedans, il y a plein de croyances, il y a plein d'affaires, il y a plein de lignes partout, des chandeliers, des patentes, ça finit plus. Moi, j'en prends un peu là-dedans. Tu sais, je prends un peu du stock là-dedans qui fait mon affaire. Et c'est ça qui m'a permis d'embarquer dans Tesla. Et quand je les ai achetés, le lendemain, Tesla, donc on m'a dit, il est allé fermer son gap. Donc, ça veut dire que le stock est redescendu au prix de l'ouverture dans le graphique. Puis Jeff, je les ai achetés là. Et le lendemain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remonté. Mais là, j'avais déjà mon prix de rente. Fait que là, j'ai fait un genre de 400 piastres. Bon, c'est pas une tonne d'argent, mais j'ai quand même fait 400 piastres sur Tesla. Là. En quoi? Moins de 12 heures. Quand même, c'est le fun. Ça se prend bien. Mais ça, c'est carrément un trade d'analyse technique. Et ça, c'est... quand je faisais des conférences, je l'expliquais. Puis le monde aimait bien ça. Là.
ces petites histoires-là d'analyse technique. C'est bien le fun. Puis en passant, si vous êtes fan de boursicotage, je parle d'un petit penny stock dans mon Substack. Mon Substack, Jerry Boursicotage Substack. J'ai un petit penny stock pour vous autres. Si ça vous intéresse, c'est super le fun. Moi, il y a beaucoup de monde qui aime les penny stocks. Donc, une nouvelle aujourd'hui, Jeff. Southwest Airlines, juste de même. Le code, c'est LUV à New York. Qu'est-ce qui arrive avec Southwest? L'affaire, c'est que Southwest, si vous cherchez, puis ça, c'est mon avis, mon humble avis. Si, mettons, j'avais à choisir dans toutes les compagnies aériennes, moi, je prendrais Southwest pour le moyen long terme présentement. Tu vas dire, oui, mais pourquoi? Il y a une raison. Parce que Southwest, là, il y a une bonne réaction sur le marché. On m'a dit, le marché est de bonne humeur d'entendre ça. C'est que Southwest, historiquement, les clients ne payaient pas de tarifs pour leur, de tarifs pour leur bagage. C'est Southwest, hier, il a pris quasiment 9 %. Puis il monte encore aujourd'hui. Donc, c'était free bag, Southwest. Et là, les clients vont payer un petit montant d'argent, comme les autres compagnies d'aviation. C'est un peu leur marque de commerce, mais là, à cette heure... Oui, mais dans l'aviation aussi, là, quand un commence, les autres suivent. Il n'y a pas personne qui dit « Ah, ben là, au contraire, je vais faire l'annonce comme de quoi que nous autres, on ne fait pas ça, puis on a un avantage sur les autres. » C'est tout un prétexte pour que tout le monde suive. Écoute, l'aviation, c'est une méga arnaque, là. Non, c'est une arnaque, c'est sûr. C'est sûr, mais c'est incroyable, des fois, des petits détails, comment ça peut faire sauver de l'argent. T'sais, à l'époque, là, la compagnie Ward Air, il faut que tu aies au moins 50 ans pour t'en souvenir. Ouais, là, Ward Air, c'était une grosse compagnie. Et il est en difficulté financière. Puis c'est une histoire que je vous raconte, puis c'est une histoire vraie, là. La compagnie est en difficulté financière. L'autre, il y avait des gros 747, puis il faisait des voyages transatlantiques, là. Beaucoup de monde ont voyagé avec Ward Air dans le temps. Et il y avait... Vous allez rire, là, mais c'est une vraie histoire. Ward Air avait enlevé les olives dans la salade. Ah oui, hein? OK? Puis il sauvait 60 millions par année. Oui. Parce que quand tu avais des olives dans la salade, puis le monde, je suis sûr qu'aujourd'hui, il te donne un sac de chips, ça finit là. Mais dans le temps, le monde était aux petits oignons dans les avions. Puis il disait, mets-moi donc un petit plat d'olives là, avec ma bière. Mais le monde, dans l'avion, il mange des petites olives pendant 7 heures de temps. Mais là, le vol en revenant, ça mange des olives encore. L'avion repart, ça mange des olives. Christophe, il mange des olives en esti, puis là, le monde picosse, puis il mange, puis il grignote, puis il mange. Mais là, c'était dans le prix du billet, ça. Mais à un moment donné, ils ont enlevé les olives, ils ont sauvé 60 millions. La compagnie a fait faillite pareil. Mais je veux dire, ça donne une idée un peu, des fois, d'un petit détail, comment pour ces compagnies-là, avec la quantité de monde qui voyage, ça peut être très payant. Donc, Southwest, en faisant payer les bagages, c'est une manne qui s'en vient pour Southwest, là. Mais bon, c'est pas juste moi qui le dis, c'est les analystes. Les autres sont super contents. Les autres, ils se disent « Wow! » Puis pas juste ça aussi. Southwest, ça fait un genre de ménage. Pour la première fois de leur histoire, je ne sais pas si c'est vrai, je me fie sur ce que j'ai lu. Première fois de leur histoire, Southwest a mis du monde à la porte. Je ne parle pas dans le temps de la COVID et des problèmes qu'il y a eu. En temps normal, Southwest, ils n'ont jamais clairé de monde. Là, ils ont clairé 1750 personnes. C'est sûr que là-dedans, tu as du monde à terre là-dedans. C'est pas des pilotes, là. Mais je veux dire, ils ont fait un genre de ménage Southwest, plus les bagages. Donc, cette compagnie-là, moi, je pense que... C'est drôle, parce que quand on regarde le graphique de Southwest, avec comment dire, avec les 2 semaines, 3 semaines de merde de bourse qu'on l'a eu, épouvantable. C'est pas beau à bourse, là. Southwest, il est descendu, boum, boum, boum. Puis il est tombé en bas de la moyenne mobile 200 jours. Mais là, avec l'annonce des bagages, pouf, on repart en haut de la moyenne mobile 200 jours, qui est haussière un petit peu. Donc, il y a LUV à New York. Mettons que j'avais à en choisir une, là. Moi, j'embarquais dans LUV. Je dis ça de même. Je dis ça, je dis rien. Hey, je sais que c'est une marque que tu adores, Jeff, mais présentement en Europe, c'est le
sujet. Les bourses européennes. Quel patent? La bourse allemande. L'action de Puma. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Non, Puma, c'est l'enfer. Puma est maltraité. Le stock perd 23 %. Déjà, 23 % dans une journée, là. C'est Puma, là. Imaginez-vous, c'est gros comme... Puma, c'est dans... Puma, c'est Adidas. C'est la famille Adidas séparée en deux. C'est ça. Mais c'est pas une petite compagnie, là. Mais non. C'est une multinationale, c'est gros, ça n'a pas de bon. Son troisième, je pense. Non, c'est Nike, Adidas, Puma. Là. Vous voyez à peu près la patente, là? Mais l'action perd 23 %. Et l'action, ça fait long. Puma a eu, je parle pour l'action. Puma a eu des années de gloire de 2017 à 2022. C'est incroyable. La ride que cette compagnie-là a faite en bourse, tout à fait incroyable. 2023, un petit affaiblissement un peu sur le marché. Stock taponne un peu, mais il avait baissé. Il était monté en haut. Il avait monté dans 125, 130 piastres. Je dis euros, en fin de compte. Là, il a taponné dans les 60. Mais là, t'as peu. Là, Puma, ça vaut 21 €. Là. Il en a mangé une criffe aujourd'hui. Ben là, c'est encore en cours parce que la bourse n'est pas fermée en Allemagne. La face, c'est qu'est-ce que ce stock-là, vu qu'il est drivé en Allemagne, OK, il est possible de l'acheter ici aussi. Okay? Oui, il est possible, sauf qu'il est listé sur, il appelle ça l'OTC, il appelle ça Over the Counter, donc il n'est pas sur le Nasdaq officiel, il est sur, comment on dit le comptoir du Nasdaq. Mais c'est quoi les raisons de l'effondrement? L'effondrement, c'est vente China. Très grande déception de vente en Chine. Et les prévisions, OK? Les prévisions des profits avant intérêts et impôts, c'est pas des profits nets, OK? C'est des profits bruts, si on peut dire. Prévision 189 millions d'euros. Ça, c'est des prévisions des analystes. La compagnie dit on va faire à peine 70 millions d'euros. C'est pas bon du tout. C'est un désastre monumental. Donc, les ventes Chine se sont effondrées et ralentissement aux États-Unis en plus. Donc, 1 + 1, 2. C'est pas très drôle, hein? chic. Moi, c'est mon brand préféré, là, mais tu m'aurais posé la question, je te l'aurais dit, ça s'en vient. Moi, c'est bien niaiseux de savoir quand est-ce qu'un brand commence à être magané. Est-ce qu'il est disponible chez... si le brand commence à avoir des chandails en vente chez Costco ou chez Sam's Club, 2 magasins que j'adore en passant. OK? 2 magasins que j'adore. Ça n'a rien à voir avec les magasins. J'adore Costco, j'adore leur concurrent Sam's Club, je suis membre dans les deux. Mais si tu as des super de hoodies de qualité extraordinaire à 19,99 pour un super hoodie avec le Puma dessus, un beau hoodie orange, something's going on. OK? Something's going on. Et le prochain qui va être dans les Sam's Club et dans les Costco, c'est drôle, j'ai des pantalons de ça ce matin. Lululemon. Arrête. Lululemon est en train de se faire manger son lunch par une multitude de compagnies avec des produits semblables de même qualité à des prix moitié moins chers. Donc, un gars qui est short. Brand. Un gars qui est short, ça peut être intéressant. Là. Ben, maison. C'est là que ça se passe. Heureusement, ces grandes surfaces-là permettent aux compagnies de garder leur brand alive pendant le moment plate, là. Mais à un moment donné, ça rebondit, c'est cyclique, tu le dis souvent. C'est cyclique. La guenille, c'est cyclique. Les brands de la guenille, c'est cyclique. Under Armour se débat là-dedans depuis 5 ans. Là. Hey, my God. Le brand a été, autrement dit, le côté un peu prime du brand a été complètement affecté. Là. Donc, c'est revendre du stock à son juste prix, si je peux dire, c'est très difficile. C'est pour ça que le grand boss d'Under Armour, il est revenu. Là. Le fondateur, là, il est revenu. Il faut sauver ce brand-là qui vend en tabarouette. Ils vendent ça à coups de milliards. Oui, mais les autres, ils étaient dopés par un
un brand qui était vendu à des prix trop hauts. Puis ça, là, à un moment donné, quand quelqu'un te délaisse, t'en prends une joie le vert. T'en prends une joie le vert. C'est ça. Donc là, oui. Puis on le dit, les marques, il y a comme un genre de biorhythme là-dedans. Là, c'est Puma qui y passe, là. Bon, donc Puma, il passe. C'est sûr qu'à moyen, long terme, on s'entend-tu, moi, je ne serais pas gêné du tout de mettre quelques piastres dans Puma. Ça, c'est sûr. Puma, c'est la F1, là. Oui. Je sais qu'ils signent des deals avec Lululemon, des patentes de même, là, puis la F1, là. Mais regardez le succès de la F1, regardez les chiffres de la F1. Ça commence en fin de semaine, d'ailleurs. Regardez les chiffres sur Netflix. Vous n'avez pas commencé à écouter Drive to Survive a commencé, là. Puma est beaucoup impliqué dans la F1. Si vous êtes avec la F1, vous avez des chances de rebondir pas mal. Il faut que je te parle. Il faut parler absolument. Ça, c'est toute une épopée pareille, là. L'histoire de Couche-Tard qui veut acheter 7-Eleven. Hey, c'est pas fini, ça? Mais non, c'est pas fini. À chaque fois que je suis passé hier sur... Il y a un gros boulevard chez nous qui s'appelle Crosstown Parkway. Et ils ont bâti un méga gros Circle K neuf. Immense. Et l'autre bord de la rue, ils ont bâti un immense 7-Eleven neuf en même temps. Là, je me dis... À chaque fois que je regarde un l'autre, je me dis... Vous autres, vous n'êtes pas au courant, mais ça se peut que vous ayez le même pop-up, la même maman. Voilà. Et puis en partie, il est là le problème. En partie, les lois antitrust américaines. En partie. Parce que Couche-Tard, la patente, c'est qu'on le sait. Là, depuis quoi? 1 an, ils sont intéressés. Depuis l'été passé, ils ont déposé une offre. L'offre a été refusée par les Japonais, parce que 7-Eleven, c'est japonais. Ça, oui. Le stock est coté à la Bourse de Tokyo. C'est une entreprise japonaise. Ça s'appelle Seven Holding. Okay? Donc, c'est pas compliqué. C'est 80 000 magasins. 85 000 magasins. Là. Ça donne un peu une idée, là, un peu partout. Là. C'est incroyable. Puis ils sont propriétaires aussi des Denny's. Hein, Seven Oldies. Tu sais, les restaurants Denny's. Là. Ben voyons donc, toi. Ben oui. Il y a Denny's, il y a 2000 Denny's dans le monde. Il y en a la moitié aux États-Unis. Il y en a 500 au Japon. Le Grand Slam. Il y en a 500 un peu partout dans d'autres places. Là. Le fameux Grand Slam pour déjeuner. Oui, Denny's, ça appartient à Seven Holding. Ah ben. Oui, c'est une compagnie énorme. Là. L'affaire, c'est que Couche-Tard a déposé une offre, je pense que c'est dans le coin de 47 milliards. Peut-être de même. Puis parce que c'est temps par action. Puis c'était refusé. Mais l'affaire, c'est que il y a une subtilité là-dedans. La subtilité, c'est que Seven Holding, OK, la famille fondatrice, parce qu'il y a des Japonais qui est en arrière de tout ça, il y a un côté familial. Et la famille fondatrice, eux autres, ils ont dit non, on ne se fera pas acheter par les étrangers. Ça me dit quelque chose. On ne se fera pas acheter par des étrangers. On va faire un montage financier, puis on va sortir Seven Holding de la bourse, qui est cotée à Tokyo, et on va devenir une compagnie indépendante. Le problème, c'est que le projet familial de mettre cette compagnie-là privée... Ça n'arrive pas, là. Ils sont pas capables. Ils n'ont pas été capables de faire un montage financier. Mais ça n'arrête pas de cogner à la porte. Boum, boum. Il y a un gars qui cogne à la porte tout le temps. C'est le Québécois qui est à la porte, qui frappe. Rouvre la porte. On a de l'argent. On veut jaser. Fait que là, vu que la famille japonaise n'a pas le montage en conséquence, là, les actionnaires de Seven Holding disent OK, c'est correct, là, la patente de la famille. Mais là, nous autres, il y a un gars à la porte qui cogne puis il y a de l'argent. On peut-tu l'écouter? Il y a là l'histoire là, en ce moment. Mais vu que la famille s'est tassée, officiellement, est tassée la famille. Là, les pourparlers vont recommencer. Mais l'autre histoire, justement, c'est un peu l'image que tu as mis tantôt. L'autre histoire, c'est la loi antitrust américaine, dans le sens que ça va être un peu comme un monopole dans plusieurs endroits aux États-Unis, où tout ce qui va s'appeler dépanneur, ça va être la même compagnie. Et ça, c'est l'histoire. Donc, dans le plan, parce que c'est un plan immense, ce que je comprends, c'est que Couche-Tard pourrait se débarrasser de certains magasins, OK, d'une manière stratégique, pour faire plaisir, autrement dit, à la législation américaine de la loi antitrust. Pour pouvoir que le deal passe, ils vont se débarrasser de certains magasins
pour pas être un genre de monopole. Il y a une subtilité là-dedans. Là. Mais moi, ça m'intéresse, couche-tard. Parce que moi, si tu as un fonds équilibré canadien, tu as du couche-tard. Le couche-tard est un peu partout dans les portefeuilles, etc., etc. J'ai même des actions depuis longtemps, moi, de couche-tard. Oui, mais c'est ça l'affaire. C'est depuis 10 ans. Depuis 10 ans, l'action a fait à peu près 400 %. Depuis 10 ans. En ce moment, il donne un dividende d'à peu près 1 % par année. Le dividende n'est pas énorme, mais la progression du titre était très, très... Ça fait 400 % en 10 ans. C'est excellent là, comme ride. Mais l'affaire, c'est que là, le stock est sur un repli présentement. Okay? Il a closé, hier, je pense que c'est sur les 9 piastres qu'il a closé hier. Et l'affaire, c'est qu'il y a un énorme support dans le coin de 64 piastres et un énorme support dans le coin de 62 piastres. Et là, je vais dire ma stratégie, mon idée. Tu vas attendre à 64 ou à 62? Non, l'affaire, c'est que je vais attendre qu'ils achètent des Japonais. OK. Parce que quand une compagnie achète l'autre, c'est sûr qu'elle qui se fait acheter, il y a un jump parce qu'il y a un genre mais de... celle qui achète, il y a un backlash, ça. Elle qui achète, il y a toujours un backlash. Oui. Tout le temps. C'est très rare que ça ne descend pas. Parce que, veux pas, tu sors de l'argent, ça veut dire, en fait, compte, c'est la dette. C'est la dette, c'est bon. Il y a une surprise. Là. Peut-être que dans les premiers mois, les premières années, il faut que tu digères tout ça. On a entendu que c'est toute une histoire. Mais moi, je pense que couche-tard, ça, c'est mon idée à moi de petit boursicoteur pauvre comme la gale. Mais moi, je veux embarquer dans couche-tard. Parce que si couche-tard achète 7-Eleven, ils vont être les kings sur la planète du dépanneur. Moi, je veux être avec le king de la planète du dépanneur, mais je ne veux pas acheter tout de suite. Je vais attendre que le deal se fasse. Je vais attendre qu'il y ait normalement, il devrait avoir un petit down à la bourse. Et quand ça va se faire, j'achète du couche-tard. Donc, à ce moment, il y a 2 gros supports. Sur les 4 piastres, il y a un énorme support sur les 2 piastres. Ça, c'est beaucoup plus bas. Il est dans le coin de 9, 10 présentement. Mais on s'entend-tu que couche-tard, il a ralenti depuis un petit bout. Là. Mais quand même, dans son historique, quand on regarde le graphique sur plusieurs années, tu ne regardes pas le graphique sur un mois, tu regardes le graphique sur plusieurs années, ça peut être un excellent in, moi je le pense, pour un blue chip dans un portefeuille. Ça peut être excellent. Et moi, j'attends le deal de couche-tard. Oh. Ben voilà pour la première partie. Thank you. Du boursicotage. Il y a une petite boîte. De notre ami Jerry, plus de boursicotage encore. Il y a une petite boîte. Dans la version Prime. À venir, Joe Hamel. Il y a une petite boîte. Radio Pirate. Ah! Loud noises! Radio Pirate. Joe Filion. Priez pour vos vies! Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby. Ouais, ça fait une semaine qu'on a jasé avec Joe. Depuis ce temps-là, il s'est écrit un autre livre. Quel shit show incroyable. Quelle époque extraordinaire. Comment tu files des devoirs? Parce que on disait que c'est un peu la COVID, mais en même temps, oui et non, parce que on est dans l'émotif à fond, l'identitaire, le côté de la fierté de son pays, des choses de même. Il y en a d'autres qu'on vient de se rendre compte que finalement, il n'y en a peut-être pas tant qui pensaient qu'il y en avait. Donc, on est dans l'émotion par-dessus la tête. On aimerait que nos leaders ne le soient pas tant que ça, mais finalement, on a vu cette semaine qu'il y en a qui sont très dans l'émotion. Donc, c'est un shit show, là, finalement, qu'on a devant nous autres. C'est totalement... c'est un débat qui est totalement mené par l'ego, comme tu dis, le ralliement autour du drapeau. Il y a très peu de gens rationnels qui sont capables d'avoir des discours détachés là, de l'émotivité, tout ça, puis regarder le big picture. Moi, j'ai mentionné à plusieurs reprises, moi, c'est des grandes surprises de l'âge adulte, là, c'est de se rendre compte qu'il n'y a personne réellement en charge de sérieux, entre guillemets, de sérieux. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens que
On fait appel rapidement à des bas instincts pour diriger les masses, tout ça, puis c'est quelque chose, tu penses, en fait, on nous a enseigné, quand tu lis un peu, ou même dans les écoles, on nous enseigne que ce genre de stratégie-là, c'était beaucoup relié à des dictatures ou des dérives, mettons le régime nazi, la révolution bolchevique. Ils nous montraient ils nous enseignaient que des grands dérapages historiques, ben ça commençait justement avec la désinformation comme ça, le contrôle des masses, faire appel aux sentiments, la division, sciemment diviser la population. Puis dans les 5 dernières années, on s'est rendu compte que notre démocratie, #notre démocratie TM, est pas immunisée contre ça, là, bien au contraire. Là, je pense que c'est ceux-là qui l'ont utilisé le plus dans les dernières années. Puis ça, encore une fois, c'est un awakening moment assez impressionnant. Là. C'est drôle parce que Renaud Brassard, peut-être quelqu'un que tu connais parce qu'il était à l'Institut économique de Montréal. Il était avant. Nick Gagnon a pris la relève de lui à la Fédération canadienne des contribuables. Puis Renaud, on a parlé avec souvent. C'est quelqu'un que j'aime bien. Très, très rationnel habituellement. Mais là, j'ai vu cette semaine que Renaud a un petit peu de réaction, même si des fois il parle puis on a l'impression qu'il n'est pas trop émotif. Il y en a. Il semble, tu sais, l'identitaire, puis le fait qu'on est dans une société de droit, puis qu'on est dans une société libre, etc. Moi, c'est le contraire que ça l'a fait. Moi, je sais pas trop ce que j'étais. J'ai toujours considéré que j'étais un bon Canadien. Mais on dirait que depuis 3-4 semaines, j'ai de la misère à me retrouver un peu. J'essaie de trouver quels sont les avantages d'être Canadien. Là, je me cherche un peu là-dedans. Peut-être que c'est je te dirais, comment est-ce que... C'est peut-être le fait que dans les 5 dernières années, mon pays m'a déçu beaucoup à partir de la COVID et surtout aussi, même plus que ça, l'ère Trudeau au complet m'a peut-être découragé pas mal. Donc, j'ai des séquelles de ça et peut-être que c'est passager mon affaire, mais j'ai pas du tout le même réflexe. Mais je peux comprendre que beaucoup l'ont, OK? Je peux comprendre ça. Mais c'est sûr que si tu me tombes dans les droits, société de droit, je suis pas certain que dans les 5 dernières années, ça a été quelque chose qu'on peut se rappeler. Là. Même chose pour la liberté, je suis pas sûr que ça a été quelque chose qu'on a tenu tant que ça. 100%. Tu sais, j'ai de la misère avec ça, mais je peux comprendre qu'il y en a qui tombent là-dedans. Ça, c'est... Mais tu sais, il y a des dérapes terribles. Hier, le gars de la vodka, là, c'était quelque chose. Non, ça c'est... Non, écoute, je pense que tu soulignes quelque chose d'intéressant dans le sens où... moi, je suis un peu au même endroit, dans le sens... Tu sais, j'aime l'histoire de l'Amérique du Nord, du Québec, du Canada, surtout des États-Unis également. Il y a des belles histoires derrière ça. Là. Le Canada, c'est une alliance défensive à la base. Là. Il y avait des gouvernements instables, il y a eu une alliance du bas et du haut Canada. Tu sais, c'est des leaders, tu sais, qu'on fasse tomber la statue de Johnny McDonald, c'est un crime incroyable. Là. C'est quand même l'un des pères fondateurs du pays. C'est lui qui a rallié avec son allié de première heure, Georges-Étienne Cartier, qui est un Québécois, en passant. Tu sais, il y a quand même une belle histoire derrière ça. Et avec le temps, tu sais, le Canada en étant... tu sais, le Canada, ça sera jamais une puissance mondiale, il faut le dire. Là. C'est pas une puissance militaire. On est une puissance avec notre territoire, nos ressources. Puis avec le temps, on s'était formé un peu une réputation d'un peu d'être les médiateurs. Tu sais, les Canadiens, personne n'avait rien contre les Canadiens. Là. C'est quelque chose, je pense, une réputation qui, malgré les dérapages des dernières années, puis ça a été, je pense que ça va être le bémol à l'histoire canadienne, ça va être justement Trudeau, là. C'est toujours le sujet qui revient sur la discussion quand tu parles à des étrangers, quand tu voyages. Ah ouais, c'est le fun, nous autres, mais Trudeau, on a hâte qu'ils partent, etc. Là. Donc, c'est un peu, je pense, le consensus. Mais en général, il y avait justement un consensus à l'effet que le Canada, c'était une force pour la paix dans le monde, une force rationnelle, un genre de... on va pas dire la Suisse en Amérique, mais d'un certain sens. Et effectivement, la COVID et aussi, tu prends des épisodes comme la guerre en Ukraine, tout ça. Dans un Canada pas très lointain, on aurait pensé que on aurait réagi différemment. Tu sais, peut-être plus tête froide. Tu sais, je pense que c'est les juges qui mentionnaient à quel point Jean Chrétien est un personnage quand même impressionnant. C'est un gars qui est vraiment sorti de nulle part. Fait son chemin jusqu'à premier ministre. C'est un gars qui était extrêmement respecté. Là, peu importe, tu sais, on va mettre en... Non, des scandales, tout ça, là, c'est un... Non, mais je suis d'accord avec ça. C'est un gars qui chie, un gars avec du lead. Un chum que je l'avais rencontré, je pense qu'il avait genre 80 ou 85 ans, là, au moins 80 ans. Il disait, ah ouais, mon grand-père, vous connaissez tout ça. Ah ouais, puis il se rappelle de lui, puis là, genre, il a fait une bine sur l'épaule, genre, le bonhomme de 80 ans. Ah ouais. Une bine sur l'épaule. Là, tu fais comme tabarouette. Mais il fait ça tout le temps. Moi, j'ai rencontré au golf à Grand-Mère. À un moment donné, on était là 2 jours. Puis on a joué en arrière de lui. Puis là, il arrive, puis il vient prendre une bière avec nous autres. Il s'asseoir. On était une gang de gars, une vingtaine.
Puis il jase avec nous autres, en partant, bang, un coup de poing sur l'épaule, comme si on était des... Mais ça, j'aime ça. Il m'a vraiment impressionné, ce gars-là. Là. Ça, moi, je l'avais entendu entre les lignes, j'avais lu aussi, là, apparemment que... Parce que Chrétien, après son mandat de premier ministre, il avait travaillé, il y a eu Ian Bleaky, là, le grand cabinet, qui finalement s'est déconstruit, tout ça a été reformé, mais quand même, ça a été quand même un cabinet, puis il y avait des liens partout dans le monde. À l'époque, il avait fait un deal avec Petro-Kazakhstan. Il a fait des gros deals en Russie, Chrétien, à l'époque. Souvent, les premiers ministres, ils utilisent leur notoriété comme ça pour closer des deals un peu partout dans le monde. Puis Chrétien avait développé quand même un bon réseau dans le monde russe, tout ça. Puis apparemment que un des seuls que Poutine trustait, faisait confiance réellement pour comme avoir des vrais canaux de communication dans l'Occident, même s'il y avait eu un rapprochement, rappelle-toi, avec George W. Bush, puis il y a quand même des segments intéressants là, quand tu regardes Bush puis Poutine avec les rapprochements. Le seul qui était capable d'y parler directement puis qui faisait confiance, c'était Poutine, c'était Chrétien. Pas surpris. Puis qu'on n'ait pas utilisé ça, j'en parle souvent depuis 2-3 ans, qu'on n'ait pas utilisé ça comme une espèce de back channel, parce que la diplomatie, c'est ça. C'est l'idée de mettre... c'est de la confiance. C'est l'idée de mettre de côté les... parce qu'il y a des guerres nucléaires qui ont été évitées comme ça en passant. Là. Regardez l'histoire des crises, la crise des missiles russes à Cuba dans les années 60. T'as Bobby Kennedy qui a un back channel, qui a des canaux de communication alternatifs avec, je pense, qui était l'ambassadeur russe à l'époque, alors qu'on avait fait un deal un peu caché pour retirer des missiles de Turquie, mais qu'on ne pouvait pas dire publiquement. Donc, il y a plein de choses comme ça qui se passent en coulisses, mais en premier lieu, ça se fait avec des rapports humains et les gens doivent avoir confiance en l'émissaire qui est envoyé. Ouais. Puis je pense que c'est ça le problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est tout l'Occident, là, en général, même une partie de la droite, fait en sorte comme leur orientation, leur stratégie, c'est de faire en sorte que d'ici 18 mois ou 4 ans, Trump, ça n'existera plus. Puis, en fait, ils personnalisent beaucoup le débat autour de Trump. Faut dire que, Trump contribue à ça là, largement. Mais il oublie qu'il deal avec les États-Unis d'Amérique. Là. Oui. Donc, c'est le premier partenaire économique. C'est plus large que Trump. C'est plus grand que Trump. Mais malgré ça, parce qu'il y a une incitative politique aussi à travers de ça, c'est que les gens veulent il y a beaucoup les gens ils posturent contre Trump. Donc, la stratégie politique à l'heure actuelle dans l'Occident, à partir genre du centre jusqu'à gauche, c'est de se montrer comme étant la résistance à Trump, nonobstant le fait qu'on parle des États-Unis d'Amérique. Exact. Donc ça, c'est quand même assez spécial. Là. En fait, c'est pas très rationnel comme position. Là. Pas très brillant. C'est purement émotif. On s'est rendu compte d'ailleurs avec l'épisode Rob Ford que vous avez là une pas pire leçon sur le levier dans les négociations. Là. Oui. Ça, c'est quand même une belle leçon. Encore, mais t'as peu, plusieurs Québécois, je regarde Facebook, plusieurs Québécois, oui, c'est tenu debout, c'est Capitaine Canada, j'aimerais l'avoir comme premier ministre du Canada, c'est lui qui détonne, etc., etc. Excusez-moi, là, c'est une gaffe terrible, il s'est fait revirer de bord assez vite, là. Non, puis là, Trump est vraiment maudit là, contre l'Ontario, le Québec, le Canada plus qu'avant, parce qu'il a été confronté là-dessus, et c'est précisément la stratégie qu'il faut éviter, c'est celle-là. Moi, je pense que c'est une partie de la stratégie, justement, des contre-tarifeux puis ceux qui veulent escalader comme Ford, c'est que, ultimement, la stratégie des tarifs, d'un côté comme de l'autre, c'est pas soutenable et que ça va se régler. Oui. Je pense que Ford et compagnie disent, regarde, on va aller all-in, on va avoir l'air de tenir notre bout, puis au final, ça va avoir l'air que c'est nous qui a fait qu'on a gagné, puis je pense qu'il y a une partie du monde qui croit à ça. Les médias contribuent à ça aussi. Encore une fois, tu n'as jamais vraiment le vrai portrait de la situation. Les gens pensent que parce que chose est menacée, les gens réalisent pas à quel point le Canada n'a aucun levier économique pour se battre contre les États-Unis, n'a aucun levier militaire, n'a aucun levier. On a quoi là dans le fond là? On a rien. On est vraiment. On a une paire de deux. Moi, les chiffres qui m'ont mis à terre, Joe, les chiffres qui m'ont mis à terre, c'est la dépendance du PIB par rapport un à l'autre. Ok. Je les ai pas devant moi là, mais de mémoire. C'est 35% du PIB canadien qui est directement responsable de l'intégration économique avec les Américains. À l'inverse, c'est 1,5%. À partir de là, t'es fait. Je suis désolé, là, mais tu sais, quand on dit souvent les maths parlent, là, ça peut pas être plus clair que ça. C'est ça. Puis là, tu sais, le meilleur allié, j'écoutais hier, Jerry, l'histoire du 400 000 $. Là, ils se vendent de ramasser des tarifs. Mais oui. C'est une position débile, là. C'est complètement débile. Mais en même temps, tu sais, t'as toutes les usines américaines qui sont là-bas. Je veux dire, ta première priorité devrait être, tu sais, tes meilleurs alliés, Rob Ford, les meilleurs alliés, c'est Mary Barra, c'est le président de Ford, je sais plus c'est qui, c'est le gars de Stellantis. C'est eux autres tes meilleurs alliés, là. Eux, ils vont faire du back channel à la Maison-Blanche pour dire, regardez, là, nous, là, Monsieur Trump, Monsieur le Président,
notre chaîne de production nord-américaine est intégrée. Puis c'est des compagnies américaines, ça, là. C'est pas des compagnies canadiennes. C'est pas des autos canadiennes. C'est pas parce qu'on fait ici que la compagnie est moins américaine. Là. Mais tu penses-tu que Trump se l'est pas fait dire et qu'il le sait pas? Non, ouais, je pense qu'il ça, il sait, là, à mon avis. C'est pas impossible qu'il ne sache pas. Là. Ben non, c'est impossible. Parce que là, tu sais, c'est assez clair, ils l'ont dit. Là. Ils disent, regardez, là, si on fait ce que Trump dit, qu'on prend nos usines du Canada et on les amène, ben, celle du Mexique, pareil. Par usine, c'est 4 milliards d'investissements. Oui, OK? Ensuite, c'est toute la machine, comme tu dis, d'intégration au niveau des suppliers, de toute la chaîne d'approvisionnement là-dedans. Quand on va avoir fini, on va être en faillite. Non, exact. C'est aussi clair que ça, là. Ça fait aucun sens économique, cette affaire-là. Fait que je pense qu'il utilise des choses aussi, parce que Trump utilise des exemples qui sont facilement identifiables, dont l'auto, tout ça. Par contre, c'est dur de voir où ça s'en va. Puis là, je regarde le marché, tu vois, matin, les prints de CPI qui est un petit peu moins haut que prévu, le marché rallye. Donc, c'est le fait que pour les gens là, qui n'ont pas vu les nouvelles, c'est le fait que l'inflation de mois en mois est moins élevée que prévu. Là. Bon, OK, fine, mais au final, moi, je pense que les tensions demeurent. Tu as vu que autant Trump que tout l'Occident est en mode de contre-réplique, là, de répliquer, de contre-répliquer. Donc ça va durer encore un certain moment. Ça amène de la volatilité dans le marché. Ça, je pense pas que ça va arrêter pour le moment, cette affaire-là. Là. Il semble pas avoir de volonté de régler. Tu as une dynamique aussi électorale, tant en Europe que au Canada, qui pousse vers une escalade et non pas une diminution des tensions. Donc, moi, je pense que ça joue beaucoup. Là. Il y a beaucoup de... Tu sais, il y a personne qui s'assied autour d'une table en disant, à l'heure actuelle, en disant, ben voici nos intérêts économiques communs. Voici ce qu'on devrait faire. Encore une fois, je le répète, arrêtez de percevoir les gouvernements comme des gens assis autour d'une table avec des leviers, puis des manettes, puis des écrans, avec tous les indicateurs, puis qui essaient de prendre les décisions les plus efficientes possibles. Arrêtez de penser que ce sont des gens de Harvard avec des gros diplômes, puis des patentes, puis des sommités. C'est du monde probablement bien ordinaire. Eux autres, Jeff, sont des banques centrales avec tous ces écrans-là, puis même eux autres se trompent. Fait que, ça donne une idée, là. Donc, c'est ça. Donc, l'idée, c'est que souvent, les impératifs, puis les motivations, les incitatifs sont directement à court terme et sont vraiment basés sur la politique, là. On le voit, on l'a vu pendant la COVID, on le voit encore plus maintenant. Puis tous les valeurs traditionnelles, fondamentales de hashtag notre démocratie, ben ils peuvent toutes sortir par la fenêtre, ça, le moment qu'ils savent qu'ils ont un gain à faire politique. Là. C'est ça la grande leçon des dernières années. Là. D'ailleurs, je voyais Jérôme Blanchet-Gravel qui faisait un post en disant mon constat parce que Legault, je pense, a fait un post sur la COVID. Mais ça, ils sont quand même pas gênés, asti. Non, moi, avec lui, j'aurais oublié ça. Là. J'aurais fait ça. Moi, quand je me plante sur de quoi, j'ai tendance à pas vouloir en reparler. Là. Moi ici, pas eux autres. Ouais, exact. Ouais, mais ça montre un peu comment ils se sentent pour vrai à travers ça. Ils sont sûrs qu'ils ont réussi pour vrai, ces autres-là. Là. Ouais, eux autres sont encore, malgré tout, parce que tu sais, il y a du monde intelligent qui ont comme changé d'opinion en disant, ouais, OK, tu sais, au début, on était un peu fort, mais tu sais, avec le recul, c'est effectivement, il y a eu quand même des droits qui ont été infringed, puis et peut-être qu'effectivement, la réplique de ça était plus pire que le remède était pire que la maladie dans un certain sens. Je pense que n'importe qui est capable, d'ailleurs, les données là, disponibles, c'est abondamment clair là, que c'est ça que. Puis les dommages, Jeff, c'est ça, c'est que je t'écoutais, dans le fond, tu disais, ben il y a plus. Tu sais, on peut regarder c'est quoi les indicateurs de succès, ouais, tu sais, le PIB, t'as le taux d'endettement, tout ça, mais il y en a d'autres. Tu regardes, tu disais, je pense que c'était les joueurs de hockey, je pense qu'on est à un creux historique dans la Ligue nationale. Au niveau des joueurs québécois. Tu sais, il faut dire que c'est vrai qu'il y a une internationalisation du hockey, là, il y a plus de pays, tout ça, mais quand même... ça touche pas l'Ontario tant que ça. Non, mais t'as un pool de... Je pense que t'as 1 million de joueurs mineurs au Canada. Quelque chose le chiffre est débile, là. Tu sais, c'est genre peut-être la moitié des joueurs de hockey mineurs au monde sont au Canada, donc statistiquement parlant, tu devrais avoir plus de joueurs. Puis tu sais, nous, on a fait comme 20%, 25% du pays du Canada. Donc, il y a un réseau bien établi. Donc, il y a quand même quelque chose derrière ça qui est symptôme d'un mal plus grand. Tu sais, on le voit en cyclisme aussi, on le voit dans les sports. Regarde ça en culture. Le golf. Je suis allé au tournoi de golf en fin de semaine. Il y a plein de Canadiens, il y a plein de gars de l'Ontario, des gars de l'Ouest. Il y a dans PGA, il y a des Suédois. Il n'y a pas de Québécois. Arrêtez de me dire que c'est l'hiver ou c'est la langue. Voyons, les Suédois, ils ont trouvé bien des problèmes de langue en arrivant, là. C'est comment je vais question quiz dans mon ami Jerry. Comment d'entreprises québécoises ont rentré en bourse à travers un IPO, pas un genre de reverse takeover, un vrai IPO
dans au moins les 3 dernières années. D'après moi, il n'y en a pas. Dans les 3 dernières années, québécoise, Zéro. J'ai pas souvenir. Zéro. Voilà. Canadienne, des vrais IPO, il n'y en a pas vraiment non plus. Là. Il y en a une l'année passée. Je pense que Mais ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup sur ce qui se passe. Oui, je comprends, il y a du capital privé disponible, tout ça, mais aller en bourse, regardez les compagnies qui prennent la valeur, à un certain moment, il y a beaucoup de compagnies qui ont un intérêt d'aller en bourse pour prendre la croissance. Le dernier, je pense, c'est le groupe Dynamite. Ouais, non, c'est vrai. Au mois de novembre ou décembre. T'as raison. Mais à part ça, je pense pas qu'il y en ait beau. T'as raison. T'as raison de ça. Là, mais en général, tu sais, t'as plus de start-up que tu se remontes en bourse. C'est incroyable. On voyait ça, hein, rappelez-vous, dans les années, tu sais, pas si lointaines, 80, 90, 2000. Rappelez-vous des groupes québécois qui rentraient en bourse. Moi, je me rappelle quand TFI a été intégré à la bourse de New York. Donc, tu sais, il y a quand même des signaux qu'il y a quelque chose qui se passait. Là, maintenant, ça semble... Puis même, regarde, juste en culte, tu sais, chose, monsieur Abaciello, il y avait quand même un point. Tu te dis, c'est quoi les... Tu dis, tu regardes, mettons, les jeunes, les moins jeunes, c'est quoi leur playlist Spotify? Le seul artiste que je peux penser qui a comme réussi un peu à travers les démographiques, c'est-à-dire qu'il y a des plus vieux, des plus jeunes, il y a des anglos, il y a des francos, il y a du monde qui l'écoute. Tu sais, à part Charlotte Cardin des dernières années, il y a quoi qui est sorti du Québec? Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il y a fuck all qui est sorti du Québec. Non, là, tu peux te questionner, tu peux dire, ouais, on sort pas, oui, des talents comme Céline Dion et compagnie, si je comprends que c'est générationnel, mais en général, je pense que ça fait un peu référence à mon post qui cotait celui de Jérôme, à le fait que le Québec est rendu une place morte. Là. On a encore cette illusion-là que, moi, ça me fait capoter. Le monde pense encore que le Québec, c'est comme un genre, c'est une espèce d'oasis de créativité puis de bon vivant, dans un genre d'océan d'anglo-saxon beige. Mais quand on dit ça, il se passe, on passe pour des pas fins. On passe pour des pas fins en disant ça, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Vas-y donc, reste aux States. Ouais, c'est parce qu'on peut faire un constat sur l'état général de la population. Puis ce que je vous dis, c'est vrai, là. Je veux dire, regardez, je suis juste allé à Québec la fin de semaine passée. Je veux dire, c'est une ville qui est morte, là. Le Québec, c'est le dortoir de l'Amérique, là. Je pense que c'est la ville la plus... Oui, Montréal a décliné, je veux dire, c'est sale, tout ça, mais il y a quand même une certaine vie encore. Non, il n'y a pas ça à Québec. Québec, c'est mort. Québec, c'est mort. Là. La semaine, là, je l'ai dit, là, ça prend une dérogation pour baiser après 9h PM la semaine. Les restaurants sont fermés le lundi, mardi, là. OK, on va se le dire. Là. Je comprends. Non, tel fast-food, c'est pas ça que je parle. Les vrais restaurants. On a une grosse conférence en juin de mining. C'est une des conférences les plus émergentes. C'est vraiment bien fait. C'est à peu près toutes les grosses compagnies productrices, les explorations, tout ça. Il y a du gros cash. Si t'avais Sean Boyd, le président d'Agnico Eagle. J'étais avec le VP de Wheaton Precious Metals, compagnie qui vaut à peu près 20 milliards en bourse. Non, un petit peu moins, en tout cas, bref. Là, on se ramasse à vouloir, après la conférence, on va aller manger, on va aller prendre un verre. On s'est fait fermer 2 restaurants, bars, back-à-back. T'es avec du monde, t'es dans une conférence, t'es pas capable d'aller manger un... Évidemment, les conférences, c'est toujours comme lundi, mardi, mercredi, comment, tu sais, le monde voyage, ça finit genre le jeudi. Mais là, t'es pas capable d'aller manger dans un restaurant à 10h, à 9h, en mettant à 9h, 9h30 le soir. C'est pas des endroits sérieux pour faire de la business, ça, là. Faut se questionner à un moment donné. Puis Montréal, c'est vrai maintenant, dans certains cas aussi, le lundi, mardi, c'est vrai que beaucoup de restaurants sont fermés. Je veux dire, c'est quand même des indicateurs qu'il y a quelque chose qui se passe, ou du moins qui se passe pas dans notre société. Puis c'est littéralement une place morte. Il va falloir faire ce constat-là à un moment donné. Puis c'est quoi qu'il y a derrière ça? Ben, tu sais, c'est comme Jérôme dit souvent, c'est la société chalet. Les boomers crissent le camp, sont tous au chalet en télétravail ou en semi-retraite. Le reste, ben, t'as quoi? T'as des jeunes qui essayent de ramasser un petit peu d'équité sur une maison qu'ils ont payé trop cher. Ils vont probablement jamais rien arriver. D'ailleurs, ça, je voyais les affaires que Bruyère pose. C'est hallucinant, là. C'est hallucinant, les valuations des maisons. Parce que, tu sais, tu comprends tout ça. Moi, j'ai toujours fait capoter, cette affaire-là. C'est quand même, quand tu comprends un petit peu, tu sais, la valuation des actifs, la valeur des actifs, tout ça, tu regardes un peu comment les classes d'actifs s'apprécient en général. C'est sûr que historiquement, le bet sur l'habitation, ça a toujours été positif, particulièrement pour les X, les plus vieux. La génération... Non, mais habituellement, ça suit la courbe de l'inflation, puis un peu, tu sais, je veux dire, il n'y a pas d'explosion. Là, tu vois que, tu sais, bande à part, parenthèse ouverte, le Canada est probablement, c'est le pire endroit dans le monde, c'est le pire endroit actuellement dans le monde pour l'habitation. C'est littéralement une bulle. Fait que, tu sais, un peu, les jeunes, mettons, les milléniaux, tout ça, nous, on a été brainwashés pour surtout les boomers puis certains X, ça l'effet que, tu sais, ta première priorité dans la vie, c'est de ramasser de l'argent pour t'acheter une maison. Et là, on se rend compte que finalement, je pense que Brouillard en parle de temps en temps de ça,
c'est peut-être pas mauvais de louer. Là. C'est parce que c'est pas de l'argent. Oui, c'est de l'argent que tu mets dans le feu. Ben, c'est parce que c'est de l'argent que tu mets dans le feu aussi si tu achètes trop cher, puis tu rembourses pas tellement d'équité, puis il y aura pas de bid sur ces maisons-là. Là. Je sais pas si vous réalisez ça. Là. C'est une classe d'actifs qui va peut-être pas s'apprécier comme dans le passé, dans les 20 dernières années. Puis si c'est le cas, ça va être probablement marginalement. Donc, vous vous endettez substantiellement. Là. Mettons les deux jeunes adultes qui achètent une maison à 500 000 ou 700 000, là. Je sais pas comment vous expectez de dégager de l'équité là-dessus dans les 10 prochaines années. Là. Il y a peut-être d'autres bêtes plus rentables pour votre argent. Là, parce qu'au final, c'est de l'argent, c'est des capitaux que vous gelez dans une classe d'actifs qui va peut-être pas s'apprécier tant que ça, comme dans le passé. Et je pense que c'est ça. Les jeunes sont pognés dans ce carcan, dans cette cage à homard-là, qui a été construit par les boomers à l'effet que dès que vous avez de l'argent ou dès que vous travaillez, faut acheter une maison. Le placement le plus sûr, c'est ta maison, ton immobilier, c'est ça que ça te prend. Mais là, puis en plus, oublie pas une chose. Là. La perte de contrôle des frais fixes, entre autres sur les taxes municipales. Ça, c'est une des arnaques les plus épouvantables. Ouais. Là, les gens, cette année, s'en rendent compte parce que un paquet de villes à travers le Québec, incluant des petites villes de 2000, 3000 habitants, là, le compte de taxes est rentré, la maison, l'évaluation a augmenté de 250 000, le terrain a suivi à 100 000, et là, il arrive une patente, puis le gars avait dit « Oh non, mais ça ne montre pas bien vos taxes. » Là, finalement, c'est 1500 $ de taxes de plus. Wow! Un peu. Wow! Je prends ça où, moi, là? 1500 ça joue sur le bid aussi, là, particulièrement dans les condos. Tu as vu tout ce qui se passe avec les fonds de prévoyance. Fait que là, tous les condos, dans le fond, existants, de buildings un peu plus vieux, là, tu te dis « Pourquoi j'embarquerais là-dedans? » Alors que, parce que là, il y a tellement de taux en construction aussi que l'offre du neuf est quasiment plus grande que l'offre des condos existants. Je regarde ça ici au centre-ville, je suis quand même pas mal le marché. Centre-ville, Vieux-Montréal, Griffintown. Les prix, Jeff, dans les dernières années, c'est stable à la baisse. Là. On a vu du 1000$ du pied carré aller jusqu'à descendre jusqu'à... c'est sûr que les projets luxueux encore sur la coche sont quand même assez élevés encore. Mais il y en a qui sont passés de 800-900 à 550, 600 du pied carré, là. Oui. Oui, puis là, parce que là, rajoute à ça, tu disais les fonds de prévoyance, les assurances qui sont en train de sauter, paquet d'affaires, là, finalement. Puis ça, ben, c'est pour ça que, je sais pas, le marché de Montréal, est-ce que c'est de plus en plus les nouvelles constructions du locatif que de la vente? Ouais. C'est-tu balancé un peu? Là, t'as vu qu'ils ont adapté les nouvelles tours, là, t'as vu qu'ils ont adapté le marketing, il y a beaucoup de locatifs. Ouais. Là, il y a 2 nouvelles tours qui ont été construites ici. Puis les deux, je pense, la moitié de locatif. Avant, tu voyais pas ça. C'était tout vendu d'avance. Exact. Je veux dire, j'ai des chats, moi, qui ont acheté des condos sur plan en genre 16, 17, 18. Ils ont quasiment fait le double de leur argent ou, mettons, pas loin. Mais ce temps-là, c'est fini. Là. Ça va pas arriver. Là. Ça va pas arriver. Écoute, moi, je pense, best case scenario, ça va rester flat, un petit peu up. Là. Juste dire, la Banque du Canada vient d'annoncer une baisse de 25 points du taux de base. Donc, on est rendu à 2,75. 2,75, mais les banques ne suivent pas 2,75. Ça veut dire que là, ça veut dire que le CAD va manger une salle, là, un petit peu. Oui. Le dollar canadien risque de ne pas aimer ça. Non, exact. Je pense que ça se peut-tu que c'est pour la 7e baisse consécutive? Et justifié pas sur pas grand-chose. Justifié juste sur les motifs, l'émotion alentour de l'histoire des tarifs. Je ne sais pas si je me trompe, là, Joe, là, c'est vraiment juste... C'est là, ça, c'est un autre pas pire awakening moment. Dans le fond, c'est tout ce qu'on a besoin. En fait, tout ce qu'ils veulent, c'est un catalyseur d'une crise pour générer des opportunités de sauver notre économie ou notre démocratie. Ouais, regardez, ça n'a pas été long. Là, il y a des programmes déjà chez Investissement Québec. Hey, c'est des prêts de 50 millions par entreprise. C'est incroyable. Vous n'avez pas eu assez de leçons, là? À la journée même, on annonce que Nordvolt fait faillite. C'est quoi? C'est 800 millions à peu près? Explique-moi ça. Comment un gouvernement qui arrive pas de 12 milliards par année, qui grossit sa dette à peu près du même montant, si c'est pas plus, par année, ces gens-là sont en train de couper des jobs dans des services directs à la population, dans les personnes, dans les édifices pour personnes âgées. Même chose dans les hôpitaux parce qu'il y a un problème de cash flow. Et cette même business-là est capable de passer, puis là, elle vient de perdre de l'argent dans patente à Varennes, 290 millions. Ensuite, on a la faillite de Nordvolt qui est annoncée. Et ces gens-là ont 50 millions par entreprise, incluant des entreprises américaines, à prêter. Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans l'histoire. Là. Non, c'est complètement débile. Ça devait faire consensus. Là. Même la gauche, là, mettons QS, même le PQ, là. Non, le PQ, c'est plus des interventionnistes, mais on devrait éliminer les subventions aux entreprises totalement. Là. Ça devrait faire consensus.
Puis, comme je l'avais souvent dit, je pense que l'impôt des corporations au Québec puis les subventions, c'est à peu près égal ou à peu près égal. Fait que t'élimines les deux, puis une affaire de moins. L'impôt des corporations, c'est une perte de temps. Là. Les dirigeants sont taxés, t'as le gain capital, les employés, t'as la taxe à la masse salariale. Il n'y a pas d'argent qui est perdu là-dedans. Il y a déjà un système fiscal qui taxe suffisamment le monde. Les corporations n'ont pas besoin d'être taxées. Là. Ça, c'est un peu une perte de temps. Écoute, tu te rends compte, puis le problème, c'est que les gens n'apprennent pas de ça. OK, on a... là, c'est fait le premier bout de Joe Hamel. Mais on a un autre bout, parce qu'on a jasé pas mal. Donc, deuxième bout pour tous les pirates, incluant les cheap. Allô? On vous aime. Si jamais vous en voulez plus de Joe, on a encore plus de Joe Hamel. Oui, à venir. Gratuit. Mais il y en a plus également sur la version Prime. Donc, un petit break, une petite pause vite, et on revient avec la deuxième partie de Jonathan Hamel. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Listen. Radiopirate.com. Radio Pirate. OK, partie numéro 2 de la discussion qu'on a eue avec Joe Hamel aujourd'hui sur Radio Pirate. Encore plus de Joe dans la version Prime, si vous en voulez plus. Tu te rends compte, puis le problème, c'est que les gens n'apprennent pas de ça. Chaque nouvelle crise, c'est un peu que le poisson dans Nemo, là, qui fait à peu près il fait un pied dans l'aquarium, il se rappelle plus de rien. Là. C'est ça, dans le fond, l'électorat, c'est ça. Je pense que c'est une femelle. C'est une femme, hein. Je pense que dans le poison, il se rappelle jamais de rien. C'est toujours une situation. C'est ça. C'est un peu ce que je disais. Les gens, en général, on dirait qu'ils suivent pas. Puis du monde éduqué, des fois, je parle à du monde. Puis on dirait qu'ils font pas de suivi d'une semaine à l'autre. Tu sais, de l'évolution d'une nouvelle. Le firmware, il est reseté à toutes les semaines ou des fois à tous les jours, dépendamment de la fréquence. Je sais pas, les updates, là, comment sont setés, là. Mais vous suivez pas vraiment les actualités. Ça, c'est un gros problème parce que je veux dire, la politique dépend beaucoup de ça. Et il y a toute une dynamique où les politiciens profitent de ce détachement. Ben, ils le savent. Beaucoup, en politique, c'est beaucoup des gens de gauche. C'est donc des sociologues, donc des gens qui ont étudié le monde puis qui savent que le monde a une genre de mémoire de 24 heures, puis que tu peux les manipuler, puis jouer avec l'émotion, puis etc. Puis là, ben regarde, on a le plus bel exemple de ça. Et regarde, la suite de ça, c'est directement lié à ce qu'on vient de jaser là. C'est-à-dire les sondages et l'arrivée de Carney, puis le switch. Là, on voit je ne sais pas si tout ce que je vois est vrai. Là. J'ai de la misère à imaginer que tout ça est vrai. Mais en tout cas, si on suit à certains sondages, là, d'abord, les gens s'ennuient de Trudeau déjà, même s'il est toujours le premier ministre du Canada en ce moment, en passant. Il est toujours là, puis là, on rêve à l'autre. Là. L'autre est comme je ne sais pas trop. Même les Québécois ont jumpé du Bloc québécois à Carney. Je veux dire, c'est quand même un jump bizarre. Ça n'a aucun sens. Ça veut dire qu'il y a un vase communicant entre le Bloc et le PLC, les libéraux. C'est comme deux ennemis jurés traditionnels. Donc ça n'a aucun sens. Là. C'est supposé être le feu pis l'eau, mais on se rend compte qu'ils ont... à travers les années, regarde, sur l'environnement, les libéraux puis le Bloc, c'est la même affaire. Sur toutes les espèces de folies diversitaires, la Bloc, c'est la même affaire. Le seul discours, c'est le Québec, les pipelines, les deux veulent pas de pipeline. Donc, tu te rends compte que finalement, c'est peut-être un peu le même parti, à part quelques particularités constitutionnelles, mais au final, il y a peut-être quelque chose qui s'explique derrière ça. Mais on va venir, je pense que là, le conspi Jeff, là, oui, il est encore PM, l'autre a été élu, mais c'est parce que, je te dirais que de facto, il y a plus vraiment de levier, là, Trudeau. Il pourrait pas s'imposer puis rester, là. Je sais pas oui, il y a une question de fonction officielle, puis dans le fond, je pense que dans la Constitution canadienne, dans le système parlementaire, c'est le parti qui a le plus de députés que le premier ministre. Donc, lui, Carney, en devenant chef du PLC, des libéraux, devient premier ministre, mais siège pas. Donc, tu peux pas aller au Parlement, techniquement. Là. Même si le Parlement t'est rappelé, ils sont fourrés. Le 24. Mais ils sont tellement fourrés que Trump ne parlera pas à Carney. Ça, c'est légitime, dans le sens que, il est techniquement premier ministre, là, parce que, je veux dire, il est élu par le parti. Il y a un problème de représentativité là-dedans. Puis, il y a un gros vide démocratique en passant qu'un parti qui est minoritaire, qui a suspendu le Parlement pour indirectement survivre à un vote de confiance. Ce qu'avaient aussi fait les conservateurs d'Harper en passant.
la fondation là, constitutionnelle, j'écoutais là, l'avocat qui avait contesté justement la prorogation. C'est vraiment une manœuvre vraiment déshonorante là, pour la démocratie parlementaire en passant. Là. C'est caller un time-out qui s'éternise pour survivre à un vote de confiance. Puis quand tu fais ça, une chose est sûre, les gens sont là, ah ouais, mais c'est normal, vous connaissez pas le système canadien. Ben, peut-être qu'on le connaissait pas de même, mais une chose est sûre, ça marche pas, là. Il y a quelque chose dans notre constitution au niveau de au niveau démocratique, nos institutions démocratiques, il y a un trou quelque part, là. Arrive, c'est malaisant, là. Ouais, non, exact. C'est un problème de représentativité, là. Puis, ben oui. Mais tu sais, Trudeau, il est fini, là. Moi, je pense qu'il n'y a plus de levier. L'autre a été élu, les sondages montent. Je vois pas comment Trudeau pourrait décider de, mettons, ta théorie, c'était que l'autre reste ministre des Finances, mais ça arrivera pas, là. Il va vraiment, moi, je pense qu'il va aller en élection le plus tôt possible. Ce qu'on me dit, c'est qu'à l'intérieur du parti, c'est quelqu'un qui me dit, regarde, j'ai écouté ce que tu as dit, à l'intérieur du parti, ce qui se passe en ce moment, c'est que Carney essaye avec la gang alentour de Trudeau de le faire sortir puis de dire, regarde, faut que tu sortes, faut que tu me donnes la patente, Mais Trudeau veut pas, là. Trudeau, il est comme, ah, mais là, c'est parce qu'on a un problème, t'es pas élu, il serait mieux de déclencher une élection tout de suite. Si tu le fais, ben, ça va être plus facile. Donc là, ils sont dans les limbes, là. Les deux ont un peu raison, là, en passant. C'est comme lui, là, il est légitimement chef du parti, l'autre est PM et l'autre siège pas. Mais tu sais, ça, dès que l'élection est déclenchée, tout le monde va oublier ça, là. Ben, c'est ça. Mais de ce que je comprends, c'est ce que Trudeau lui dit. Ouais, c'est ce que j'ai entendu aussi. Déclenche les élections et on va faire le suite rapidement en déclenchant les élections. Non, et puis c'est parce que oubliez pas aussi que tous les gens qui se sont ralliés derrière Carney, c'est tous les ministres de Trudeau. Il y a Gerald Butts. Je pense que Telford est là-dedans aussi. C'est tout le même monde, là. Oh oui, c'est tout le même monde. D'ailleurs, c'est ça, il y avait un très bon éditorial dans le Wall Street Journal cette semaine qui parle de la décennie perdue là, pour le Canada. C'est la décennie perdue qui est littéralement attribuable au trudeauisme. Le trudeauisme, c'est quoi? C'est des déficits massifs. C'est drôle, ça. C'est drôle qu'on me cite le Wall Street Journal de la part des politiciens canadiens puis québécois depuis une semaine et demie sur l'histoire des tarifs, mais quand il arrive un texte de même, on n'a pas de nouvelles. Ça, non, il n'en parle pas de ça. Non. Quand le board éditorial du Wall Street Journal écrit autant durement contre un politicien de même, parce que relativement sont assez modérés là-dessus, là, ils parlent plus d'économie en général. Là, c'est vraiment dirigé contre Trudeau. Le trudeauisme, c'est ça, c'est une avec décennie de déficit. Il n'y a jamais un budget qui a été balancé. Tu as la dette qui a été doublée. Premièrement, à peu près tous les budgets de l'ère Trudeau, excluant la COVID, là, sont plus élevés que genre la moyenne des 40 dernières années au Canada. Là. Ben oui. Donc, tu sais, systématiquement, Trudeau a dépensé en innocent pendant 10 ans. Et malgré ça, malgré tout ce qu'il a dépensé, tout ce qui est endetté, le déficit, la dette qui explose, l'économie, tu sais, on dirait, le gouvernement dépense, l'économie va l'économie n'a rien fait en 10 ans de pause. On a maintenant un écart de près de 30% du PIB par capita entre les Canadiens et les Américains. Au moins, si on avait eu ça. Ben non, tu dis, mettons, on s'endette mettons, tu dis, on double la dette, mais mettons, là, tu construis les infrastructures, je sais pas, mettons, tu capitalises sur des stratégies. Je pense pas que c'est le rôle de l'État, mais mettons, ça pourrait se défendre. Tu dis, OK, au moins, on aurait quelque chose. Là, on n'a rien. On a un pays qui est plus divisé. On a une armée qui est en lambeaux. On a une industrie, tu sais, en fait, nos industries principales, nos richesses, on est en retard sur le reste du monde. On aurait dû être, ça, c'est un des bons aspects du discours de Pierre Poilievre, il dit, regardez la révolution LNG. Ils partent du golfe du Mexique avec des terminaux. On aurait pu en construire sur la côte est. Sur la côte est, on est plus proche de l'Europe et de l'Asie que les États-Unis. Donc, techniquement, la révolution LNG, elle aurait dû se faire au Canada. Puis le marché qui pensait au début, parce que les capitaux s'étaient dirigés vers le Canada. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Le régime réglementaire puis politique a fait en sorte que ces capitaux-là sont allés ailleurs. Les gens, mais là, pourquoi que c'est pour ça que les raffineries sont, tu disais pourquoi on a la dépendance, c'est pas juste le pétrole qu'on exporte, finalement, on n'a pas de raffinerie non plus pour le raffiner. Pourquoi? Parce que le régime réglementaire, encore une fois, a favorisé les États-Unis pour développer ces infrastructures-là. Puis c'est vrai dans le minier, c'est vrai dans plein d'autres, dans le manufacturier, etc. Il y a des industries traditionnelles qui ont survécu. Encore une fois, tu parlais des tarifs. Le bon côté de tout ce délire-là, d'un côté comme de l'autre, c'est qu'on se rend compte que les tarifs, c'est pas soutenable.
Puis dans le fond, tu te poses la question, comment il y a des exceptions comme la gestion de l'offre, comme les banques, comme les télécoms, comment ça a pu survivre à toutes ces négociations-là, Jeff? Moi, ça me fait capoter, cette affaire-là. Dans le fond, le Trump arrive, puis il a l'air du méchant qui remet tout ça sur la table. Mais comment tout ça a pu survivre? Mais ça, joue un peu. On a ça. D'abord, premièrement, moi, ce qui me fait capoter, c'est l'ignorance. OK? Les gens viennent de découvrir, beaucoup de gens viennent de découvrir les tarifs. Tout le monde pense que, d'abord, les tarifs de Trump étaient imposés à nous. C'est nous autres qui allaient avoir une taxe alors que c'était imposé aux Américains. En partant, ils ne comprennent pas. Deuxièmement, ils ont comme l'impression que c'était inventé par Trump, l'histoire des tarifs. Personne n'a réalisé qu'on est les champions des tarifs depuis les 40 dernières années. Mais c'est comme ça depuis tout le temps. Et là, on vient de réaliser qu'on est encore de même. Parce qu'un matin, il y a un exemple d'un gars de Savoura, OK, les tomates. Là, le gars, il dit, ouais, là, ce qui arrive, là, le Mexique fait du dumping, l'Ontario fait du dumping, mon entreprise est dans la merde. Qu'est-ce qu'il demande, tu penses? Il demande de protéger le milieu des tomates de serre du Québec. Il demande quoi? Protection, tarif. C'est le même qu'on marche depuis toujours. Et là, ça vient nous rattraper. Mais je suis pas sûr. Toi, tu fais ce constat-là. Moi, je fais ce constat-là. Les pirates font ce constat-là. Mais monsieur tout le monde, lui, ce qu'il veut, je veux pas que Trump me fasse de tarifs, mais moi, je veux continuer de me protéger avec nos tarifs. Ça, moi, j'ai un bémol là-dessus. Je pense que pas tout le monde qui sont, tu sais... Non, mais tu sais, il y a des secteurs, là, tu te rends compte que... Tu sais, le secteur bancaire, moi, je pense que ça n'a pas de raison d'être, là, que... S'il y avait réellement... Ben, tu sais, là, il dit « Ah, Trump n'a pas raison, les banques peuvent faire affaire. » On a déjà parlé de ça, là. Mais, c'est ça. Il a techniquement pas raison, mais c'est pas vrai qu'une banque américaine peut avoir pignon sur rue. Parce que tu peux faire des affirmations a priori, là. Tu regardes, t'as des géants aux États-Unis, t'as JP Morgan Chase, t'as Bank of America, puis tu dis, là, c'est comme des États, mettons, tu regardes... Tu sais, l'Ontario, en quoi c'est différent, mettons, de New York ou de... Tu sais, même le Québec en tant que tel, là, c'est tout voisin, puis c'est quand même... tu sais, c'est un pool de combien de millions de personnes, ça, là? Mettons, Ontario, Québec, tout le nord-est des États-Unis, c'est un pool de quoi? 80 millions de personnes, tu sais, c'est quand même pas mal de monde, là. Fait que là, comment ça que un truc aussi trivial qui s'intègre bien comme le banking, tu avais juste besoin d'ouvrir des branches puis d'avoir des représentants sur place, puis c'est en français, puis bon, OK, c'est en anglais, mais genre, il y aurait des représentants français au Québec. Comment ça que c'est une industrie qui s'est pas implantée, ne serait-ce que marginalement au Canada? C'est parce qu'il y a des barrières à l'entrée, voyons donc, c'est sûr que c'est ça. Ouais. Parce que la situation inverse, on voit que TD, RBC puis BMO, ils ont des branches aux États-Unis. Ah oui, moi, je suis client de TD aux États-Unis. Puis, Scotiabank, j'étais au Mexique, Scotiabank sont partout. Fait que là, tu te dis, OK, fait que là, il y a quelque chose là-dedans. Ça a même affaire avec les télécoms. Il y a bien plus de compétition aux États-Unis. Des fois, les télécoms, ça m'énerve. Des fois, les télécoms, ça m'énerve parce qu'il m'a donné un exemple. Bell, tous les propriétaires de télécoms sont contents que Verizon ou AT&T ne viennent pas. Mais là, tout d'un coup, ils ont des entreprises qu'ils veulent vendre, mettons, les stations de radio, les stations de télévision. C'est le cas de Bell. Ils veulent tous se débarrasser. Ils en ont débarrassé une couple là, avec le groupe de Québec, de Montréal, là, de Sylvain Chamberlain, qui a dû ramasser pour une pièce. Sylvain, il n'achète rien au vrai prix. Donc, ils s'en sont débarrassés. iHeartRadio là, sont alliés, Bell, avec la grosse compagnie américaine qui est là, qui détient le plus grand nombre de stations de radio au monde. Et là, iHeart dit, ben regarde, moi, ramasser tes stations de radio. Ah, un peu pas. Protéger. Protéger, comment ça se fait? Protéger parce que Bell et tous ces joueurs-là, depuis 40 ans, veulent être protégés. Donc là, ça vient le mordre dans le derrière parce que l'acheteur, qui aurait pu lui donner un peu de cash, il ne peut pas acheter. Donc, ils vont liquider à une pièce. Donc, finalement, c'est bon le journée, c'est pas bon l'autre. Ouais, puis réalisez-vous que ça, ce protectionnisme-là de... Tu sais, les chars, le bœuf, OK, tout ça, oui, on sait que ça équivaut à des prix plus élevés, mais il n'y a rien de plus évident que votre facture de cellulaire. Je dis, mais ça, c'est odieux. Je dis, c'est un scandale, là. Moi, je me rappelle, en 2016, j'étais en Australie, j'ai débarqué à Sydney, puis il y avait un gars qui vendait des SIM à un petit kiosque, tout ça, il dit, là, je m'informe, tout ça, il dit, c'est en 2016, là. Il dit, ben, data illimité, appel illimité, c'est 12 piastres par mois, pendant 30 jours. Ben, c'est quoi la pogne? Il dit, mettons, tu peux-tu appeler n'importe où? Il dit, comment ça, tu peux appeler n'importe où? Lui, il comprenait pas. Le concept des longues distances, autres, ça n'existe pas, là. C'est vraiment juste ça. Ça, c'est un concept canadien, cette affaire-là. Puis les données, déjà, ça, c'est il y a 10 ans, Jeff. Il y a 10 ans. Ouais, on était déjà, c'était 20 piastres. Partout dans le monde, là. Il y a personne qui a des billes de cellulaire de 250 piastres, à moins que tu appelles dans des trucs de ligne érotique, là, ou des trucs de même. À mon avis, là, il y a personne qui a le 200 piastres de cellulaire dans le monde, là. Réalisez-vous ça, là? Imaginez-vous une
une ligne aérienne, mettons Montréal-Toronto, qui est très achalandée, puis tu arrives à une compagnie américaine qui décide d'embarquer dans du Montréal-Toronto. Ça shake le marché. C'est l'interdiction, c'est la loi, c'est l'interdiction du cabotage qu'appelle, là, c'est autant les bateaux que les camions, tout ça. Ouais. Les avions. Fait que ça empêche le fait qu'il y a des compagnies étrangères qui fassent des liens provinciaux, interurbains. Puis d'ailleurs, tout le problème du transport régional, on s'est toujours battu. Ça prend des liens pour les régions au Québec avec les avions. C'est précisément une conséquence du fait que le marché est protégé, hostie. Si American Airlines serait ici avec toutes leurs divisions régionales, peut-être qu'éventuellement, ils développeraient des liens vers l'Abitibi, on sait pas. Parce qu'il y a plus de compétition, là, le fait que les joueurs sont limités. C'est la même affaire. Jeff, c'est la même affaire. Tu sais que les liens interurbains sont protégés par des monopoles. Là, mettons, Québec-Montréal, ça coûte 60$ prendre l'autobus, aller simple. Là. Réalisez-vous que ça n'a pas de sens, ça, là? Ça n'a aucun sens. Puis il y a des histoires là-dedans qui sont écœurantes. On va parler avec Hugo Gilbert incessamment. Là, je sais que là, en ce moment, parler avec Hugo sur l'électrification des transports puis le transport, justement, entre les villes. Lui, il détient Intercar. Hugo est un bon chum à moi. Donc, on va y parler incessamment. J'ai dit la semaine passée, j'ai hâte de parler de ça. C'est au Saguenay, hein, Intercar? Oui, exact. C'est au Saguenay. C'est juste que là, en ce moment, on parle de d'autres sujets que qu'est-ce qu'on parle en ce moment. Ça tombe dans l'oubli rapidement. Les gens n'ont pas la tête à ça. Mais c'est effectivement un paquet de gros problèmes. Mais là, si on vient à l'histoire là, de Carney puis toute la patente là, avec Trump, là, on négocie. Qui négocie? Là? Mettons qu'on est dans une campagne électorale. Là, la rumeur que j'entends encore de plus en plus, c'est le 28 avril. Là, c'est toujours un lundi. Ce serait le 28 avril, OK? Mais là... Par le vote, là? Oui, le vote. Mais qu'est-ce qui arrive pendant la campagne électorale? Là, il y a... Le Parlement est dissous, là. Oui, mais je veux dire, y a-tu un haut fonctionnaire quelque part qui négocie? Techniquement, le premier ministre reste en poste, je pense, pour les urgences nationales. Est-ce que ça compte? Voilà, OK, voilà, je reviens à mon histoire, OK? Voilà l'info que j'ai eue. L'info, la discussion qui a pas l'air à marcher entre la gang à Carney, qui est l'ex-gang à Trudeau, et Trudeau avec la petite gang qui reste avec lui, c'est part en élection. Et là, vu que techniquement, il n'y a pas de gouvernement, mais qu'on est dans une urgence nationale économique, moi, je vais tenir le fort pendant la campagne en tant que premier ministre d'urgence. Ouais. OK? Et c'est là où on ne s'entend pas. Mais je comprends le point Trudeau. Ouais. Tu comprends en ça? fait, je comprends. Puis t'as un problème aussi, c'est parce que aussi, là, t'as les leviers du pouvoir. Dans une élection où le sujet principal va probablement être l'urgence en question, donc tu as accès à de l'information privilégiée, tu peux faire des actions comme gouvernement sous justement cette urgence nationale-là qui peut avoir de l'influence sur l'élection. Et que ça, tu sais, les conservateurs sont perdants là-dedans, tu comprends? Là, cette affaire-là, les dés sont un peu pipés, là. Donc, il y a un problème de représentativité là-dedans aussi. Tu sais, techniquement, ça devrait être genre, au pire, le gouverneur général va diriger, je sais pas si ça peut se faire, là, mais tu sais, dire, regarde, il devrait y avoir personne qui dirige, ou même donc, tu fais un genre de trait avec les Américains, dis, regarde, Trump, crisse-nous patience pendant 33 jours, on va faire des élections, puis on revient après, là. Il va probablement mettre la merde entre-temps, mais c'est pas grave, là. Je veux dire, il va probablement profiter, là. Il va en profiter, c'est ça. Exact. Mais il y a définitivement un problème là, puis c'est ça, là, tu sais, ils ont quand même un intérêt entranché de garder les leviers du pouvoir, puis tout le réseau diplomatique, le réseau ils ont quand même accès à ça, là. Ils savent un peu ce qui s'en vient d'avance, que il y a quand même des canaux d'établis. Je sais pas à quel point. Puis moi, je pense encore que la stratégie des libéraux, puis de tout, tu sais, de Legault, Ford et compagnie, même Smith, là, qui est rendu un peu dans le même bateau en passant, là, on dirait que ce monde-là, la stratégie, c'est de faire en sorte que ça se règle pas, là. Fait que, Daniel Smith, arrêtez de me parler de Daniel Smith cette semaine. Là. Daniel Smith est sauté dans l'autre gang. Là. Ouais, là, il est sauté dans la gang à Poilievre. Là. Moi, je pense que ces gens-là sont mal entourés. Ils ont des focus groups, genre de boomers, qui leur disent qu'ils veulent qu'on fasse sur Trump. Et en faisant ça, ils négligent le fait qu'une partie substantielle de la nouvelle base de cette droite-là s'en va soit vers le fait qu'ils voteront pas pantoute ou qu'ils s'en vont vers le PPC. Moi, je vous dis, là, je vois du monde qui partageait de manière très enthousiaste des posts de Pierre Poilievre, qui likait, qui partageait avec des commentaires sur les réseaux sociaux. Puis même des femmes, beaucoup de femmes conservatrices des dernières années, là, qui partagent. Là, maintenant, ils partagent des posts.
Il y a 6 mois, je votais Poilievre, moi. Mais même si j'avais des questions sur Poilievre, mais je votais Poilievre. Mais là, je vais voter Max. Excusez-moi, là. Et ben voilà pour les 2 blocs. Oh oui, de temps en temps, on peut se gratter un peu. Donc, 2 blocs avec Joe Hamel. Yann et Frank sont stand-by. Un gros mercredi, là. Ça brosse pas mal. Donc, Yann et Frank après la pause. Radio Pirate. Radiopirate.com. The Revolution. Radiopirate.com. Moi, quand on avait commencé le podcast, moi et Yann, on se disait, Chris, comment qu'on va faire pour avoir des sujets d'actualité à tous les jours? Et là, c'était plus... De quoi? Là, c'est plus comment on va faire pour parler tout ce qu'on veut parler. Tu vois, un matin, j'avais une fenêtre ouverte avec un paquet de patentes. J'ai rien eu le temps de parler de ça. Non, ça. On vient qu'en fait, il y a tellement d'affaires intéressantes que, en fait, aujourd'hui, si tu veux pas avoir de quoi jaser, c'est un choix que tu fais. Sinon, je lisais un matin un article vraiment intéressant, là, publié une couple de jours dans le National Post, qui parlait de combien de fois une pièce de char fait le va-et-vient entre les États-Unis et le Canada dans le processus de fabrication d'un automobile. Une pièce. Puis bien souvent, une pièce traverse 7 fois les frontières. T'es sérieux, là? Oh oui, c'est capoté. Ça. Il y a même un graphique que tu peux voir qui est sur le front page de l'article qui s'appelle Trump Tariff, How One Car Piece Cross Canada, US and Mexico Border 7 times. Et là, tu vois les flèches, tu sais, avec de où ça part. Puis là, tu dis, bon, OK, là, tu as une pièce de métal qui part de Guelph, puis elle s'en va à Smelter aux États-Unis. Ensuite, il y a une pièce qui part de l'Ohio, qui revient au Canada. Il y a un morceau, il y a une partie composante d'aluminium qui part du Mexique, qui s'en vient au Canada. Il y a une partie qui repart des États-Unis pour être assemblée au Canada pour après revenir dans l'Illinois. C'est la chaîne de production, tu te rends compte à quel point c'est complexe. Puis ça s'est bâti au fil des décennies, finalement. Là, fait que c'est là que tu te dis, ben, la game de dire, je vous sac un tarif, puis la production se relocalise comme par magie aux États-Unis, c'est un gamble assez compliqué, là. Tu sais, quand ça fait 40 ans que toute ta chaîne logistique, ça part d'une place, ça vient. Regarde, je vais répéter ce que j'ai dit dans l'autre podcast avec Joe Hamel. C'est que si on fait ce qui, mettons, les États-Unis font ce que Trump dit, OK? On empêche les chars avec des tarifs, donc t'as pas le choix de déménager. Même chose avec le Mexique. Donc, tout ce qui se retourne aux États-Unis, dans le temps où on va rebâtir les chaînes de montage. Chaque chaîne de montage, chaque usine va coûter aux alentours de 4 milliards. Le temps que ça va prendre, et après ça, c'est comment on fait pour avoir tout cet environnement-là de suppliers, donc de fournisseurs, puis avoir, c'est une infrastructure incroyable. On a de la misère à imaginer comment ça fonctionne. Qu'une fois que ce serait terminé, GM et Ford seraient en faillite. J'ai pas d'idée avec Stellantis, parce que maintenant, c'est des chars qui se négocient en euros, puis le siège social est ailleurs. Là. Mais pour les compagnies américaines, c'est terminé. Là. Ils vont pas... Mais Trump, c'est ça, là. Trump, c'est ça. C'est tellement Art of the Deal 101. OK? Je vais big. Puis je vais aller voir comment nono ils sont. Puis s'ils tombent dans le panneau, je vais voir que je vais en rajouter encore parce que j'ai vraiment affaire à une gang de juniors. Mais quelqu'un de calme et d'expérimenté ne tombe pas là-dedans parce qu'il sait que... Bon, il sait bien qu'il n'y a pas de subvention de 200 milliards de Canada et des États-Unis. Puis il sait que les tarifs, c'est de la merde. Dans le fond, j'ai de la misère à croire même l'histoire que Trump pense vraiment que les États-Unis d'Amérique vont transformer la fiscalité entre des tarifs, des taxes de vente, puis quasiment plus d'impôts. J'ai beaucoup de misère à croire ça, là. Non, ben c'est impossible, ça. En tout cas, jusqu'à maintenant, ça n'existe pas, là. Puis peut-être que c'est une révolution qu'on ne voit pas, puis on va dire dans 25 ans, c'est un génie. Mais les chances que ça arrive sont quand même assez minces. À partir de là, une fois que tu sais tout ça, tu fais pas comme Doug Ford a fait, tu te calmes les nerfs, là.
Puis, non, c'est ça. Ben, en fait, une des raisons pour lesquelles c'est virtuellement impossible de faire ça, c'est que, dans le fond, ceux qui payent les tarifs, en général, là, c'est les plus pauvres de la société qui payent pas ou peu d'impôts. Pourquoi je dis ça? C'est que si tu regardes c'est quoi les produits tarifés, c'est souvent des produits qui occupent un gros pourcentage dans ton budget. Puis, tu sais, dans le fond, si tu regardes l'échelle de revenus, ceux qui payent le plus de ça, qui n'ont pas les moyens de dire « ben moi, je vais changer mes habitudes, je vais consommer des produits locaux ». Ceux qui ont les moyens de changer ces habitudes-là pour aller vers du nationalisme avec l'achat, là, pour faire de l'achat local. C'est les gens plus riches. C'est les gens qui sont plus riches. Donc, ce que tu fais avec des tarifs, en fait, c'est que tu fais payer plus de taxes et d'impôts à du monde qui n'ont pas les moyens de changer leur habitude pour contourner ces trucs-là. Fait que, tu sais, mettons, toi, que tu dis, ah, mais c'est pas grave, il y a des tarifs. Mettons, nous autres, on met des contre-tarifs, puis on dit, ah, les fraises, là, de la Californie, là, on te le sac 50% là-dessus. Fait que, ben, ceux qui ont de l'argent, je veux dire, ils peuvent acheter des fraises du Québec à 2 fois plus cher, 3 fois plus cher, 4 fois plus cher le casseau. C'est 2 mois par année, par exemple. Et 2 mois par année, mais ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, ben, soit ils vont arrêter de manger des fraises, soit ils vont payer plus cher les fraises de la Californie parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter celles locales. Fait qu'en fait, ce que tu fais, c'est que tu viens de charger une taxe à quelqu'un qui n'avait pas d'argent. Fait que, tu sais, si tu regardes le déficit américain... Ou tu les mets dans un bucket puis tu les vends comme on a vu, là, les carottes. Je sais pas si tu as vu les carottes. Donc, les carottes, ils enlèvent les carottes des sacs US puis ils les mettent dans des genres de comment on appelle ça, là, du vrac. Donc, ils mettent du vrac avec... donc là, on a des carottes pas chères. Là, les carottes, le sac, il n'y a pas de nom dessus, là. C'est ça, ce genre de sac no-name. Mais les carottes, c'est des carottes américaines, mais le monde les achète. Ouais. En principe, tu n'as pas le droit de faire ça, là, mais il y a des épiceries qui le font en ce moment-là. Parce qu'il faut qu'ils coulent le stock, ils l'ont payé. C'est à peu près ça. C'est ça, c'est ça. Mais je veux te poser une question. Je veux poser une question au... je sais que tu es philosophe, mais te connaissant depuis longtemps, tu as un côté sociologue aussi à travers ça. Tu analyses bien comment les gens se comportent. Moi, le bout qui me fait le plus... Tu sais, ce qu'on parle là, je veux dire... C'est pas évident pour tout le monde, OK? Non. Votre crowd la comprend. Je pense que tous les pirates comprennent ça. Tout le monde comprend ce qu'on est en train de jaser là. Sauf que dans la crowd, en général, c'est pas des pirates, puis c'est pas des Yann et Frank partout, là. Mm-hmm. Donc ça, il y a des affaires un peu plus complexes, puis on peut comprendre ça. Puis il y a des gens aussi qui sont... Il y a des gens qui sont aveuglés par soit la haine d'un côté ou encore la partisanerie excessive de l'autre. Donc, soit qui voient trop rose ou soit qui voient trop noir. Donc, il y a un paquet d'affaires là-dedans. Mais moi, ce qui m'a surpris le plus cette semaine, c'est de voir que j'ai senti que la majorité des gens, dans l'histoire, la raison pourquoi... Parce que je me demandais, je dis, je comprends. Il y a un anti-américanisme qui dort fort, fort, fort chez les Québécois et chez les Canadiens depuis longtemps. Et Trump, c'est comme le feu ou l'huile sur le feu qui fait que maintenant, publiquement, tu peux dire comment t'es haï. OK? Donc, c'est une affaire de fun. OK. Mais j'avais de la misère à comprendre pareil. C'était quoi l'excitation sur les histoires de tarifs? Parce qu'au Mexique, pas nécessairement la place la plus éduquée au monde, au Mexique, les gens, d'après Jérôme Blanchet-Gravel, Jérôme, lui, il dit, chez nous, les gens ne parlent pas de ça. Pourtant, c'est la même affaire. Okay? C'est la même affaire. Là, je me dis, comment ça se fait qu'on s'excite de même? Un peu comme on s'est excité avec l'histoire du 5 millions, alors qu'on venait de perdre des milliards, on venait de se faire défoncer pendant la COVID avec des tu sais, il y a plein d'affaires où on aurait pu être en Christophe. Là, il arrive une histoire de 5 millions. Et là le monde est complètement fou. Là, je me dis, qu'est-ce qu'il y a à travers, à part le fait que l'anti-américanisme et les Trump servent bien pour ça? Là, j'ai découvert que le monde, les tarifs de Trump, ils pensaient que c'était une taxe qui était imposée à eux. Ouais. OK? Donc, ils acceptent les taxes des nôtres, où ce qu'on est taxé all the way à chaque jour des nouvelles affaires. Ils n'ont pas de problème avec ça. Mais là, c'est un gars de l'extérieur, puis en plus, c'est un gros qu'on haït. Il vient nous taxer. Donc, à la base, ils n'ont pas compris que les tarifs de Trump, c'était imposé. Oh oui, je comprends qu'il y a des entreprises d'ici qui vont avoir à dealer le 25 % en négociant avec leur acheteur. Je comprends ça. Mais généralement, pour monsieur tout le monde, c'est de la business qu'ils ne font pas là. Ouais. Donc, comment se fait-il qu'avec toutes les sources d'informations qu'on a, je veux dire, tu n'as pas besoin d'un cours universitaire, tu n'as pas besoin d'être si éduqué que ça pour comprendre des choses quand même assez simples à comprendre.
de ce que je vois, là, c'est ça l'histoire. C'est que les Québécois, pour les Canadiens, je ne les connais pas assez. Là. Je ne suis pas très Canadien dans le fond de moi, je ne les connais pas assez. Mais les Québécois, eux autres, dans leur tête, c'est Trump voulait nous tarifer. Mm-hmm. J'essaie de comprendre dans l'époque où on est, comment on peut être. Puis on était même un peu pendant la COVID aussi, on était manipulés, on était. Puis l'information était disponible. Là. C'est pas vrai que l'information n'est pas disponible. L'information simple et claire, elle est disponible. C'est quoi? C'est un manque d'effort ou on est juste tarlat? Ben, tu sais, je ne sais pas si on peut en vouloir à des gens de penser un peu la même chose que la majorité de leurs élites, de leurs politiciens, de leurs médias leur racontent. Tu sais, à quelque part, ça me fait penser un peu à pendant la COVID. Tu sais, je me souviens de quelqu'un dans ma famille proche qui m'avait dit un truc du genre « Ouais, mais tu sais, au gouvernement, il y a plein d'experts puis d'épidémiologistes puis ça, ce monde-là peut pas tout faire n'importe quoi. » C'est comme s'il y a une genre de rationalisation, je pense, dans le monde, de se dire, dans leur émotivité, dans leur folie, on dirait qu'au fond d'eux autres, ils se disent « Ouais, mais si Legault, Ford, Trudeau, puis le monde que je vois à TV, là, Michel... » Ils sont tous unanimes. C'est ça. Puis là, t'as le panel à la TV, là. Chantal Trudeau, Hébert, Michel, COG. Puis là, tu sais, c'est ce monde-là qui commente ça en ce moment. Oui. C'est du monde qui disait... Elle-même, Chantal Trudeau-Hébert, elle comprend l'inverse. Je sais pas si tu l'as entendu, ce bout-là. Elle comprend l'inverse aussi, elle. Ben, mais c'est des gens... C'est parce que c'est des gens qui nous expliquaient il y a 2 ans que l'inflation était à cause de la guerre en Ukraine. Oui. Est-ce qu'on peut rappeler à ces gens-là que la guerre n'a pas fini? Puis l'inflation a baissé depuis ce temps-là, mais la guerre n'a pas fini. Tiens donc. Ouais, c'est ça, c'est bizarre. C'est bizarre, pareil. Hein? Oui. C'est plus relié à l'autre patente d'avant, là. Mais il ne voulait pas le dire. Et il ne voulait pas le dire. Donc, toi, tu penses que Chantal Hébert, elle pourrait dire ça sciemment, puis elle sait très bien dans le fond d'elle que qu'est-ce qu'elle dit, c'est pas vrai? Ou elle ne comprend pas? Non, je pense que, pour la plupart, je pense qu'ils ne comprennent rien. Hein? Je pense qu'ils répètent... Tu sais, l'histoire de l'inflation, c'est à cause de la guerre en Ukraine. Combien de fois vous l'avez entendu? Moi, j'ai lu ça dans des articles de journaux. C'était carrément une fake news. C'était carrément une information qui est fausse. Tu demandais à peu près à n'importe quel économiste, il disait un peu, oui, OK, tu as le concept d'un choc. Là. Quand il arrive un choc, ça peut créer une hausse de prix, mais l'inflation sur une longue durée, c'est un phénomène monétaire. C'est la quantité d'argent puis la vitesse de circulation qui cause l'inflation. Puis tout le monde même dans la finance que c'est ça, parce que la réponse à l'inflation, c'est hausser les taux d'intérêt. Pensez-vous que les taux d'intérêt, ça a rapport avec la guerre en Ukraine? C'est juste ça, tu vois bien que l'explication de l'Ukraine ne faisait pas de sens. Si l'inflation était causée par la guerre en Ukraine, on n'aurait pas monté les taux d'intérêt. Ça n'a aucun rapport avec ça. Les taux d'intérêt ne font pas arrêter la guerre. Fait que je pense que avec une population qui est constamment informée tout croche, ils répètent un peu ce qu'ils entendent, puis t'as aussi un gros biais d'action là-dedans qui rentre. Là, j'en parlais même avec du monde, puis la première affaire qu'ils te disent, c'est « Ouais, mais toi, tu ferais quoi? » Comme si, dans le fond, on était obligé d'embarquer dans ce game-là. T'sais, dans le fond, Trump, il arrive, puis il met des tarifs, tout, puis dans la tête des gens, on est comme obligé de faire quelque chose, alors que si ça se trouve, là, on se mettrait moins dans la merde en faisant juste rien. Oui, exact. Mais c'est un peu le point de... T'embarques juste pas là-dedans. C'est un peu le point de Christian Dufour hier à Radio-Canada qui est vu toujours comme quasiment un extrémiste alors qu'il est quand même assez modéré. C'est ce qu'il a dit. Il dit la force, le pouvoir qu'on pense qu'on a, c'est souvent aussi de se calmer les nerfs de rien faire. Là. De réfléchir. Regarde, on va te donner un exemple. François Legault hier, OK, tu l'as probablement vu. Il n'y a plus de reach sur X. Ça, c'est surprenant, pareil, pour le nombre de followers qu'il y a. Tu vois que, tu sais, avant, les gens montent tabarnache, ils montent ci, montent ça. Il y avait, tu sais, là, il y en a un peu. Là. Il y avait 247, mais tu sais, avant, il y a déjà eu des 1000, 1500. Le monde, on dirait que le monde a comme passé par-dessus, puis ils lisent même plus, puis ils le voient même plus. Mais il a dit, la nouvelle hausse de tarifs sur l'acier et l'aluminium annoncée par Donald Trump est totalement inacceptable. Ça, c'était à 2h45. Donc, j'imagine que c'était avant que Trump les enlève vers 3h30. Mais quand même, pour vous montrer, ça montre le point que je veux donner. Donald Trump est totalement inacceptable. Il y aura des répercussions majeures d'abord et avant tout aux États-Unis. OK, parfait. Ce geste inflationniste va tirer encore plus les prix vers le haut des millions d'Américains afin de mieux coordonner l'approche du Canada face à ces tarifs.
le Québec demande à Mark Carney de convoquer une rencontre avec les premiers ministres des provinces et des territoires aussitôt qu'il sera assermenté. Tu sais, je me demande pourquoi il y a le tweet. Tu sais, je veux dire, il l'a dit lui-même. Tu sais, toutes les alumineries du monde ont le même tarif. Ceux en Europe, ceux à Dubaï, les Nord-Américaines, etc., sauf les Américains. Les Américains sont capables de fournir la quantité d'aluminium qu'ils ont besoin. Donc, OK, je comprends toute la patente de paperasse à la douane, puis il faut-tu que tu payes, c'est-tu le fournisseur qui paye au début, puis il est remboursé par son client. Regarde, il y a un paquet de détails fatigants, mais même eux autres, je pense, sont perdus là-dedans. Mais le point n'est pas ça, c'est que le point, il le dit lui-même, c'est pour les Américains. Tu sais, je sais pas, là, mais premièrement, Carney n'est pas le premier ministre, il ne peut pas te coller bien, il peut pas décider rien, il n'est pas premier ministre encore. Mais tu sais, l'aluminium, les clients américains, ils vont payer plus cher. Puis, sais-tu quoi? C'est leur shit. Oui, c'est leur affaire. C'est au gouverneur de tel État où il y a des grosses compagnies qui ont besoin d'énormément d'aluminium pour faire fonctionner leurs usines. C'est à eux autres à pogner les nerfs. Pas à nous autres. L'aluminium, ils en vendront pas moins. Là. Il y a même les gens de l'industrie de l'aluminium, ils ont dit non, nous, on ne comprend pas personne. L'aluminium, en ce moment, il y a de la demande. C'est juste que là, les clients vont payer 25% plus cher. Donc, ça va faire monter le prix des gouttières, ça va faire monter le prix du soffit alentour des maisons, ça va faire monter le prix des voitures parce qu'il y a beaucoup d'aluminium des voitures, etc., etc. Oui, OK, totalement, oui. Mais je veux dire, c'est une shit américaine. Ben oui, puis d'autant plus que ça, c'est une affaire que bien des gens n'ont pas l'air de comprendre, mais c'est que pour eux, l'impact d'un tarif, étant donné la puissance de la devise, c'est beaucoup moins fort que nous. T'as 45% de break, là. Ben, eux, ça leur coûte, on va faire un chiffron, là, eux, ça leur coûte 70 cents, on va mettre ce chiffre-là là, pour comprendre, là, pour acheter une pièce de stock canadien. Oui. Bon, nous, ça nous coûte 1,40 pour acheter une pièce de stock américain. Voilà. Bon, ben déjà, ça, là, ça n'est un tarif, d'une certaine manière. Métaphoriquement, c'est comme un tarif. Ben, notre dollar canadien, c'est un tarif, là. C'est ça, pour nous. C'est l'effet objectif que ça a, c'est que toi, quand... Donc, eux, s'ils se mettent un tarif de 25%, qui n'est pas bon, là, on s'entend tout là-dessus, mais ça veut dire que pour acheter une pièce de stock canadien, au lieu de lui coûter 70 cents, ça va lui coûter 80, 82 cents. Oui, parce qu'il négocie 50-50 avec le fournisseur. C'est ça. Tu ramasses 12,5, j'en ramasse 12,5. Sauf que nous, ça nous coûte déjà 1,40 pour acheter une pièce de stock US, ben là, ça va coûter 1,60, 1,55, 1,75. Ben, OK, c'est je repose ma question. Est-ce que le monde... Oui, mais le monde... Je l'avais vu, je l'avais vu, puis c'est clair pour moi, puis c'est clair pour beaucoup de monde, beaucoup de pirates, puis beaucoup de gens qui sont des pirates, puis les autres qui n'écoutent pas Radio Pirate, puis sont avec Yann et Frank, c'est clair, ça. Mais est-ce que monsieur tout le monde comprend ça? Non, je pense pas. Calif. Ben, on a un problème avec notre système d'éducation quelque part, là. Mais c'est que la force, c'est que c'est un peu comme avec c'est un peu comme avec l'Ukraine, c'est comme avec la Palestine, c'est comme avec tous les autres sujets, c'est que les gens ont des opinions tant que ça les touche pas, dans le fond. Tu sais, là, on a des émotions, on veut... Tu sais, dans le fond, tout le monde est pour l'Ukraine, mais si je te dis demain matin, Jeff, je fais la conscription... Tu rentres dans l'armée, puis tu t'envoies toi, tu rentres, puis tes fils, ils vont aussi. Je te fais une formation pour savoir comment tenir un gun à Borden pendant 2 semaines, puis après ça, je t'embarque sur un bateau, puis on te traverse l'autre bord. Tu t'en vas avec les Ukrainiens. Ouais, là, ça change. Là, ça change un peu. Ben là, tu sais, dans le fond, l'impact des tarifs, là, tu sais, tout ça, c'est encore un peu comme une guerre verbale. Fait qu'on est... Tant que ça reste une guerre verbale, puis une guerre de moi te faire ci, puis moi te faire ça, ben, tu te cheers ton camp, tu te bombes le torse un peu, mais le jour où ça va être vraiment vrai, là, ce que je souhaite pas du tout, là, mais que là, tu arrives à l'épicerie puis tu essaies d'acheter un chou-fleur, puis au lieu d'être à 4,99, il est rendu à 8 piastres, ben là, c'était comme l'inflation. Au début, rappelle-toi, je me rappelle de la première chronique que Yann avait faite avec toi, genre fin 2020, quelque chose de même. Vous avez parlé de ça, là. Il y a de l'inflation qui arrive. Il y avait 0 clic là-dessus quand on mettait ça sur YouTube. L'inflation, ça intéressait pas le monde. Non. C'est quoi ça, l'inflation? Puis là, un moment donné, il arrivait à l'épicerie, puis il achetait 3... Je m'en rappelle de ça. T'achetais 3 livres de beurre pour 9,99 au Super C quand le spécial venait. Un moment donné, t'arrivais à l'épicerie, une livre de beurre, c'était rendu 8,79. Oui, exact. Ils ont compris c'est quoi l'inflation. Là, ils ont fait comme... Ben voyons, c'est quoi cette histoire-là? Au début, c'était Poiliev, c'était un malade de vouloir mettre le gars de la banque dehors.
Puis à la fin, c'était, c'est réel, cette affaire-là. Là. Mais là, c'est parce que pour l'instant, c'est comme encore virtuel, je pense. Ouais. Je pense que c'est pas réel tant que ça, dans le sens que ceux qui sont dans l'industrie, oui, ils voient qu'ils ont des problèmes, puis le fournisseur appelle, puis on va-tu changer telle affaire, puis je vais appeler tel gars, puis on essaie de s'entendre, répartir. Si jamais ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Il y a même des compagnies qui se sont stockées des affaires pour 8-9 mois en disant on va avoir du stock au moins si jamais il y a un tarif. Pour l'instant, on a de l'inventaire. Mais ceux qui sont chez eux, là, puis qui regardent la TV... Oui, Gervaise, là, le vote de tarif, elle, c'est... Il y a un monsieur orange, il est pas fin, puis il faut tout faire pour l'éliminer. Là. Elle met ça au plus simple, là, parce qu'elle n'est pas touchée par rien. Mais plus décourageant que ça encore, là, mettons qu'on prenait des jeunes là, dans la population, là, puis sans choix de réponse, rien, tu lui dis, sur la feuille blanche que je te donne, là, écris-moi combien il y a d'habitants aux États-Unis et combien il y a d'habitants au Canada. Ouais, ils sont sûrs qu'il y en a plus. Moi, je pense qu'on pourrait décourager des réponses. Là. Je pense que les gens n'ont pas de conscience du rapport de force. Hier, j'en parlais. Mais ça, on l'a déjà entendu, mais j'ai déjà entendu. Il y a déjà eu dans un Vox Populi, savoir la population du Québec. On entendait des 50 millions, des 100 millions. On a même entendu 1 milliard. 1 milliard? Oui. C'est 1 milliard. Parce que les gens ne réalisent pas que juste un État comme le Texas, son économie est plus grosse que celle du Canada. Oui. Un État sur 50. Bon, OK, tu me diras, le Nebraska, ça vaut pas grand-chose, ou l'Oregon, OK, si je comprends. Le gars de Jack Daniels cette semaine, il dit, il y a quelqu'un qui a dit, les tarifs, ils ont enlevé ton produit, ces tablettes. Vas-tu mettre du monde dehors? T'es-tu nerveux? On n'aime pas ça les tarifs, là, surtout pour nos fermiers. Mais nous autres, ça ne paraîtra pas bien parce que c'est moins de 1% des ventes de Jack Daniels, le Canada. Ouais. C'est ça qu'on est. C'est ça. Mais là, ce qui est le problème, c'est que en ce moment, tout ce qui se passe, ça me fait penser un peu à quand il y avait eu le couvre-feu. Puis il y a eu après ça la fin de la vague. Là, les politiciens sont sortis en disant, voyez comment ça marche nos mesures, là. Regarde, on a fait baisser les cas. J'ai tout le monde qui me disait ça dans mon entourage. Le couvre-feu, ça a marché. Quand ils l'ont mis, après ça s'est mis à redescendre. Pis ouais, mais c'était comme un concours de circonstances. T'as fait de quoi? En même temps, c'est comme si... fait que là, ils ont comme fait une association. Moi, je pense qu'en ce moment, ce qui va finir par retarder pour calmer les ardeurs de ce que les Américains font, c'est clair que c'est les marchés financiers, puis c'est ce qui se passe en bourse, puis tout ça. Mais comme ça arrive en même temps que les menaces de Ford, puis que les contre-tarifs, tout ça, les Domiens, ce qu'ils vont retenir, c'est que ça paraît qu'on s'est tenu debout, regarde, eux autres, ils reculent. Mais c'est pas... C'est eux autres qui vont finir par arrêter. C'est pas nous autres. Là. Nous autres, on se donne de l'importance là-dedans, mais ça n'a aucun Christi d'importance. Là. Pour vrai, là, je veux dire, le fait que demain matin au Québec, tout le monde boycotte les produits américains, puis plus personne n'achète rien, ça change à peu près rien. D'abord, le Québec, je pense, c'est 20% de nos exportations qui s'en vont aux États-Unis. Contrairement à ce qu'on pense, la majorité s'en va comme au Nouveau-Brunswick, puis en Ontario aussi, puis dans d'autres places. On exporte aux États-Unis, mais pas tant que ça non plus. Là, fait que c'est plus nous autres, en fait, qui se tirent dans le pied avec tout ça, avec nos importations. C'est des chiffres que j'aime donner là, parce que je les ai par cœur quelque part, là, mais pas tout en détail non plus. Mais regarde, l'ordre de grandeur, parce que je veux les répéter, je répète souvent. Oui. C'est 1,5% du produit intérieur brut américain qui est lié à l'économie canadienne. Et c'est 35% de l'économie canadienne qui est liée aux États-Unis. Donc, à partir de là, c'est un constat qui est... Mais moi, ça me surprend zéro, là. Mais il y a beaucoup de monde qui ne le savent pas. Je veux dire, si tu ne sais pas ça, comment tu peux réfléchir à la patente puis approuver telle position ou telle affaire? Tu sais, moi, quand j'ai entendu Ford, là, excuse-moi, là, moi, quand j'ai entendu... Pour moi, Ford, c'est un Christ de fou, là. OK? Non, ce qui est fait, là, pour moi, c'est un gars qui est extrêmement dangereux. Là. Ce gars-là est un Christ de fou. Là. Ce qu'il a fait, là, ça, c'est le genre de patente pour amener l'armée américaine à Hydro, à Ontario. Là. Ça, c'est... Puis, il y a surtout... En plus, comme je viens de te dire là, par les chiffres, il n'y a pas les outils pour faire ça. Il peut se faire démolir. Tu ne joues pas cette game-là. Les Québécois sont surpris de savoir que les tarifs... C'est nous autres qui sont les kings des tarifs. Tu dis ça à quelqu'un, puis tu dis, voyons, c'est Trump.
Mais non, c'est pas ça, là. On a une méconnaissance. Ben là, c'est juste... moi, à quelque part, ça fait mon affaire là, qu'on découvre soudainement qu'on aime ça, le libre-échange, mais c'est très nouveau, ça, là. C'est très nouveau. Les Québécois n'ont jamais été pour ça, là? Ben, c'est quoi ils manifestaient pourquoi les gens dans la rue lors du fameux sommet des Amériques? La mondialisation. Ouais, et ils manifestaient contre le libre-échange. La mondialisation, c'est le libre-échange à travers le monde, l'économie qui roule. Ben là, il y avait du monde qui lançait des roches dans les fenêtres des commerces, puis il y a des policiers. Mais des chars à l'envers. Des chars à l'envers contre le libre-échange. En feu. C'est pas plus tard que l'été passé, il y avait encore des articles de journaux nous disant que le gouvernement devrait interdire de manger des fruits qui viennent d'ailleurs pendant la saison pour que les producteurs de patates puis de fraises puis de je sais pas trop quoi survivent. Mmh. Ça, c'est pas du libre-échange, les amis. Là. Non, ça, c'est du tarif et c'est de la protection. Oui. Puis le panier bleu, puis les petites étiquettes aliments du Québec, tout ce que vous voulez, c'est pas du libre-échange. Le libre-échange, c'est dire, regarde, tu consommes le produit, le meilleur produit au meilleur prix. Oui, mais c'est ça, les Québécois. Les Québécois, c'est ce que Trump fait. Si les nôtres le font, c'est parfait. Mais si mon voisin le fait, je veux pas. Je veux dire, c'est aussi niaiseux que ça. C'est dur à suivre, c'est dur à comprendre, mais c'est niaiseux de même. OK, ben voilà pour aujourd'hui. Merci à Frank. Plus de Frank dans la version Prime et également plus de Frank sans Yann dans Yann et Frank. OK? On résume, c'est ça. Mon nom est Jeff Fillion. Voilà pour le mercredi. C'est fait. Beaucoup de stock aujourd'hui. My God! Extraordinaire. Take care. Passez une bonne soirée. Venez-nous en forme demain. Demain, c'est une autre histoire, un autre livre s'ouvre demain sur Radio Pirate. Salut! Radiopirate.com